Allez, donc première diapositive, petite introduction rapide. On vous dit, nous vivons à l'heure actuelle une époque de bouleversement technologique. L'analogique a été remplacé par le numérique. Et en guise d'introduction, petit retour dans le passé, je vous fais défiler quelques petites évolutions qu'on a connues. Alors quand je dis qu'on a connues, je pense que vous les avez connues, j'espère en tout cas. Première innovation, vous l'avez peut-être connue, le téléphone qui maintenant est plus majoritairement un smartphone. En tout cas, on est passé de l'écran à cadran analogique au téléphone numérique et au smartphone. Le téléphone est quand même un outil que vous utiliserez, je pense, régulièrement en classe. On verra pourquoi. La photographie, l'appareil réflexe classique qui au départ était la pellicule argentique a été remplacé par l'appareil numérique et maintenant, c'est pour ça que le téléphone est important, vous savez que le téléphone remplace parfois mieux l'appareil photographique puisqu'il est intégré à l'appareil. La télévision, vous avez connu peut-être le tube cathodique et l'antenne râteau sur le toit, hertzienne. On est passé à des écrans plats numériques et maintenant, ou bien par le biais de box d'accès Internet, la télévision TNT numérique, ou par satellite. Bon, c'est une évolution quand même qui est assez qualitative au niveau de la qualité, de la définition de l'image qui est diffusée. Si vous avez l'occasion, on en parlera tout à l'heure, de revoir une VHS, vous allez vous dire comment a-t-on pu regarder des films dans de telles conditions. On devient difficile, c'est ça la difficulté, c'est qu'on devient difficile. Donc, pour résumer, la télévision, on est passé de l'analogique hertzien au numérique TNT, qui est maintenant de la TNT HD, qui est bientôt de la TNT HD 4K, puis qui sera bientôt de la 8K, enfin, bref, on en reparlera. La musique. Alors la musique, oui, pardon. Je reviens dessus. Je vous ai amené, je suis toujours curieux de savoir si vous avez connu la cassette audio. Vous êtes vieux alors. Chaque année, je me dis peut-être qu'on va arriver sur une promo qui n'a pas connu la cassette audio. Vous vous souvenez de ça? Maintenant, c'est très vintage, on revient dessus, il y a des gens qui... Ça ressort même, vous savez, ça ressort. Et puis on avait une Walkman. L'invention géniale. Bon, après, on tournait en boucle un peu sur la cassette, c'était compliqué. Donc, on est d'abord passé à de la cassette. Alors, la cassette, c'est de l'analogique. Pourquoi? Parce qu'on est sur une bande magnétique, on n'était pas sur du numérique. Le problème de l'analogique, il va y avoir beaucoup de discussions sur la qualité de l'analogique, un son plus chaud, un son plus rond, bref. Partisan vinyle, partisan numérique, on peut en discuter si vous le souhaitez. Sauf que le problème de l'analogique, c'est qu'il perd avec le temps. Il perd sa qualité, là où le numérique, théoriquement, une fois qu'il est numérisé, enregistré sur un disque dur ou autre, il n'y a pas de perte de qualité. Voilà, c'est l'inconvénient du numérique, c'est que ce n'est pas un support pérenne. L'analogique, pardon, c'est pas un support pérenne. Et puis, bon, ça, je ne vous passe pas la question, on l'a tous connu. Vous avez... Parce que là, maintenant, c'est de nouveau d'actualité. Ne faites pas de lien avec le groupe éventuel du support, même si j'aime bien Dire Straits. Voilà. Je ne fais pas de fixation sur Dire Straits, pas plus que sur Danse avec les loups, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, bon, vous connaissez ça. Ça, c'est... Il y a un renouveau actuel du vinyle. On peut en discuter les raisons. J'étais pas convaincu du vinyle il y a quelques années. J'ai été convaincu, parce que quand on a le bon support pour le lire et le bon support d'écoute, il est vrai qu'il y a une dynamique, une chaleur, une restitution qui est peut-être meilleure que le CD. Ça se discute. L'avantage du CD, c'est que vous n'avez pas de grésillement. Voilà. Et puis là, bien sûr, si vous le rayez après, c'est quand même problématique, alors que le CD, c'est un petit peu plus résistant. Bon, le vinyle, il revient en force. Pourquoi? Parce que c'est aussi un bel objet, tout simplement. Et puis parce que ça fait appel à nos souvenirs d'enfance, quand nos parents, nos grands-parents, poser un vinyle sur la platine, écouter, puis on était bercé par des chansons. Voilà. Donc il y a tout un aspect nostalgique, mais pas que. Je trouve que c'est un bel objet. Et quand on le compare à un CD, je ne dis pas que l'objet n'est pas beau. C'est pas pareil. Il y a moins d'âme dedans. Parfois, vous avez aussi des inserts, vous voyez, là, qui sont sympas, etc. C'est un choix. Donc le CD, vous en avez tous connu, là. Ça a été une révolution.
Hein, moi, je me souviens parfaitement du jour, enfin, pas de la date, mais du jour où mon père est arrivé avec la platine Philips, c'est son premier CD, c'était un fan de vinyle, il a posé ça, c'était la révolution, l'extase totale, on était tous par terre en train de comater parce que le son était génial. C'était souvent du classique au départ, et puis après, ça s'est développé. Mais en tout cas, c'était une révolution. Et je ne reviens pas sur la qualité sonore du CD. Après, il y a mieux que ça. Et vous le savez peut-être, maintenant, on a des fichiers en haute résolution, qui sont des fichiers numériques qu'on pourrait mettre sur un CD, et qui vous donnent une qualité qui, à n'en pas douter, est supérieure au vinyle, et est complètement après en dehors de l'audition d'un auditeur classique. C'est-à-dire que passer un certain niveau de résolution, on n'entend pas, nous on n'a pas les oreilles pour. Peut-être que votre chat il apprécie, mais pas nous. Voilà. Et il y a eu un support, que vous connaissez peut-être pas, qui demeure encore le support le plus adéquat pour la restitution sonore, c'est le SACD. Il y en a qui connaissent le SACD? Ah, je vous ai appris quelque chose, c'est déjà ça. SACD, ça veut dire Super Audio CD. C'est un CD qui se lit sur une platine CD classique, parce qu'il y a deux pistes dessus. La piste classique, qui est sur votre lecteur CD. En revanche, il vous faut un lecteur SACD pour apprécier la qualité sonore de l'autre piste, qui a une résolution 4 à 5 fois supérieure à un CD classique. Et croyez-moi, on voit la différence, en tout cas on l'entend. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion d'écouter un SACD, vous verrez la différence. Même si maintenant on a aussi le Blu-ray audio, etc., qui s'en rapproche au niveau de la résolution, qui est quasiment la même. Le mixage n'est pas le même. Donc sachez-le, le meilleur format pour la musique, en dehors des fichiers haute résolution qui sont assez récents, c'est le SACD. Sauf que ça n'a pas pris. Il y a des technologies qui prennent et d'autres qui ne prennent pas. On va en reparler juste après pour la VHS. J'en viens juste après à la vidéo. La VHS, à l'époque de la sortie de la VHS, vous aviez deux concurrents. Vous aviez le format VHS et le format Betamax. Moi, je me souviens, mon grand-père avait acheté un Betamax. Très content, sauf que quelques mois après, ça c'est tombé à l'eau, puisque c'est la VHS qui a remporté le combat. Donc, voilà, vous voyez que c'est chargé d'histoire, ce monde numérique. Donc la vidéo, j'en ai presque plus, moi, des VHS. C'est comme la cassette, audio. Bon, peut-être que vous en avez encore dans vos classes futures. Moi, de temps en temps, je vois qu'il y a encore des VHS, plus personne ne les utilise. Bon. Moi, je fais une remarque tout à fait personnelle, mais l'image est vraiment dégueulasse. Sans compter que plus vous la lisez, plus elle se détériore. C'est dégueulasse. C'est baveux, c'est pas défini. Bon, à l'époque, on trouvait ça formidable, je le redis. Ça ne nous posait pas de problème, puisqu'on avait que ça. Sauf que quand est arrivé le DVD, c'était déjà une révolution. Bon, ça on est toujours sur le même type de support. Le lien qu'il faut que vous fassiez, c'est que c'est toujours un support qui est relativement identique. SACD, CD, etc. DVD, bon, vous en avez tous. Les DVD, j'en suis convaincu. On en utilise, pourquoi? Parce que c'est une résolution qui était bien supérieure à la VHS, qui tient encore largement la route. Après, il y a mieux. Il y a quoi après le DVD? Je l'entends, le Blu-ray. Et là, on passe sur un format 2 fois plus défini encore que le DVD. Et si vous n'avez jamais vu une image sur Blu-ray, je vous invite à regarder, vous percevrez la différence. Vous le percevrez. Moi, j'ai une épouse qui est toujours très sceptique sur mes innovations pédagogiques et numériques, qui me dit, mais c'est du pipeau, tout ça, etc. Puis une fois qu'elle a vu 2 films en Blu-ray et que je lui remets un film en DVD, elle me fait, oh, c'est quoi cette image? Et oui, on s'y habitue très vite. Et puis au-delà de ça, donc là vous en avez un exemple, un Blu-ray, alors je vous en montre un, il n'y a pas de différence au niveau du support. Vous voyez? En dehors du fait que c'est marqué que c'est un Blu-ray. Donc voilà, c'est un Blu-ray. Vous avez aussi, je vous en ai pas amené un, parce que j'avais pas dans le sac Lelou, il n'est pas sorti. En Ultra 4K, résolution encore supérieure au Blu-ray. Ouais. Mais je vous le redis, au bout d'un moment, alors c'est plus vos oreilles, mais c'est vos yeux qui feront plus la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus percevoir une définition accrue, parce que notre œil capte un spectre de définition qui, au bout d'un moment, s'il est dépassé, ça ne changera rien. L'avantage de la haute définition du 4K, du 8K, c'est pour des projections sur grand écran.
puisque quand vous allez agrandir l'image, vous allez perdre en définition. Si la définition est très pointue, si vous agrandissez, vous gardez une bonne définition. Pour un écran de télévision d'1,20 m, je ne suis pas sûr que le 8K fasse une différence flagrante. Voilà, ça c'est juste ma remarque personnelle. Donc là on en était à la vidéo. Le livre. Voilà un beau combat. Le livre. Dans sa clé. C'est volontaire. Je le redis, je ne suis pas un fan absolu dans sa clé loup, je ne fais pas des soirées dans avec les loups. Ouais. Soirée déguisée. Le livre. Et moi, je trouve que c'est un beau combat. Vous avez toujours ces partisans du livre. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'odeur du livre, le toucher du livre, le papier en main et l'objet. Ça se discute, ça se critique pas. Moi, je suis mitigé. J'adore les livres, mais j'adore aussi ma liseuse parce que quand je pars en vacances et que je peux me lire 10 livres sans les trimballer dans ma valise, je trouve ça super. Donc après, vous avez les partisans de la liseuse ou la tablette et vous lisez dessus. Le confort visuel est globalement le même. Il n'y a pas de problème visuel sur le long terme d'utilisation d'une liseuse. Je trouve que c'est même plutôt bien fait. Mais moi, j'adore les bouquins. Voilà. Donc c'est un mix. De temps en temps, c'est ça, de temps en temps, c'est ça. Puis il y en a qui c'est que ça, il y en a qui c'est que ça. Mais en tout cas, c'est une évolution. Parce que l'intérêt majeur de la liseuse, c'est de pouvoir mettre des milliers de livres sur un format qui est parfois plus petit qu'un seul livre. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Peut-être que vous êtes des grands lecteurs, des grandes lectrices, mais en tout cas, quand on part en vacances ou qu'on part quelques mois, c'est toujours sympa. Je prends un exemple, partez à l'étranger. Vous savez que vous allez travailler pendant 1 an à l'étranger. C'est pas toujours évident de trouver des livres français. Et ben voilà, vous téléchargez une bonne cinquantaine, une centaine de bouquins. C'est mieux que de trimballer 2 valises cabines avec les bouquins dedans. C'est un confort. C'est un confort. Autre évolution. Premier ordinateur IBM, miniaturisé, comme diraient les inconnus, c'est le modèle français. Miniature. Donc les premiers ordinateurs, c'était des salles entières d'équipement. Et ils ne faisaient bien sûr pas le quart de la moitié, du tiers, et encore je minimise, de ce que ferait le plus petit ordinateur actuel. En tout cas, c'était ça, et puis on a connu ça. Le premier PC et le premier Apple, vous l'avez en haut, où il y avait 2 concurrents, Apple et IBM. Et puis on a eu ça. Et encore, là, vous avez un écran plat, mais après, il n'y avait pas forcément que des écrans plats à une époque, il y avait des gros écrans cathodiques. Bon, ça, on le connaît encore, hein, vous en avez des comme ça. Peut-être un peu moins des Mac, parce qu'à l'époque, ils étaient déjà très chers, et ce n'est pas les ordinateurs qui étaient privilégiés pour l'éducation. Et puis maintenant, soyons clairs, on est principalement sur du portable, pour des temps. Vous n'arriveriez pas avec votre tour et votre écran. Heureusement. Je vais plus loin. Maintenant, on est sur un hybride, c'est-à-dire une tablette. Une tablette est un outil qui n'est pas un ordinateur, mais sur lequel après vous pouvez intégrer le clavier, le stylet, ce qui n'est pas possible forcément pour un ordinateur. Et ce sont quasiment des ordinateurs, mais voilà, on a un petit bémol, chez Apple, vous savez que pour mettre une clé USB, c'est compliqué. Bon, ce ne sont pas totalement des ordinateurs, mais ça s'en approche. Donc voilà, et on en est là actuellement, et majoritairement, moi quand je vais en formation, ou que j'ai des personnes en formation, c'est ou l'ordinateur ou la tablette. Ça sera votre outil de travail, et en classe, et personnel, je le crois, je le pense, je le vois. Vous avez des questions? Ah, j'ai oublié un format. Dans sa clé. Pardon, ça sera la blague du jour. Vous savez ce que c'est comme format, ça? C'est un format vidéo. Vous allez dire, non, c'est la bande originale en vinyle. Non, un format vidéo. Vous en avez peut-être déjà jamais vu, donc je vais vous les montrer parce que je trouve ça très beau. Ça s'appelle un laserdisc. Ça a été, si vous voulez, le précurseur, ou en parallèle, ça dépend de la période, du DVD. Voilà. Et vous aviez, alors le problème c'est que pour Danse avec les loups, il y en avait 2, il fallait tourner. Comme des vinyles. Imaginez un vinyle vidéo. On arrive à 35 minutes, on tourne, 35 minutes, puis bon, quand ça dure 3 heures, il y a 4, 2, 3, 2, 3, voilà. Mais vous voyez, c'est joli.
Il y avait des dorés, etc. Alors moi, j'ai trouvé ça dans une brocante. J'ai jamais eu de laserdisc, mais j'aime bien l'objet. Puis c'était dans cette clé. Bon, j'arrête avec dans ces loups, c'est promis. J'en ai plus. J'aurais pu vous amener le CD aussi, mais j'ai pas fait. Je reviens quand même, on va en reparler tout à l'heure sur les supports. Vous avez vu que quand c'est du numérique, souvent c'est un support qui est identique, même si c'est pas le même. Là, vous avez du CD. Là, vous avez du DVD. DVD réenregistrable, Blu-ray. C'est la même chose. Ce qui change, c'est la capacité d'information qu'on peut stocker dessus. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est juste une introduction à la partie qui concerne. Transmission du savoir. Je me souviens encore, quand j'étais au collège, j'allais au CDI, chercher une info dans l'encyclopédie Universalis, etc., ou le Grand Larousse, ou voilà. À une époque, c'était le livre. Et on perdait du temps, il faut le reconnaître, on perdait du temps à aller chercher l'information. Aujourd'hui, si vous voulez une information, en une trentaine de secondes maximum, vous pouvez la trouver sur un moteur de recherche. Alors peut-être pas toutes les informations, mais en tout cas, au moins un élément de réponse qui n'est pas forcément juste. Souvent il l'est. Et il faut reconnaître quand même qu'Internet, à ce niveau, pour la transmission du savoir, ça a été une révolution. Ce qui ne veut pas dire que le livre est inutile, je le redis. Mais en tout cas, là vous avez tellement d'informations et accessibles en un clic, que bien sûr, au niveau du gain de temps, si vous devez aller à la bibliothèque, ça ne vous prendra pas le même temps que d'aller sur votre ordi et de taper juste sur le moteur de recherche le texte que vous cherchez. Pour peu qu'il soit bien assujetti aux droits d'auteur et libre d'accès. On en reparlera. Donc la question, c'est, avec tout ça, et vous imaginez, alors vous n'avez peut-être pas tout vécu. Moi j'ai tout vécu, par rapport à ce que je vous ai présenté. Mais si vous n'avez pas tout vécu, c'est déjà, à chaque fois, des bouleversements. Le premier bouleversement, il est financier. Pas se voiler la face aussi. Plus on innove, plus on vous fait repasser à la caisse pour dépenser. Pas de doute. Apple, c'est des spécialistes pour ça. J'aime beaucoup Apple. Je ne critique pas pour les défoncer plus de raisons. Donc comment on s'en sort avec ça? Bon, j'exagère un peu, c'est dramaturgique, au secours. Vous allez très bien vous en sortir. Alors, le point sur les outils dans l'enseignement, le point sur les TIS. J'ai essayé de recenser, j'en ai peut-être oublié, vous pouvez compléter si vous le souhaitez. J'ai essayé de recenser quels étaient les outils dont vous allez avoir l'usage tout au long de votre parcours d'enseignant. Voilà, de manière très simplifiée, quels sont les outils majoritaires que vous allez utiliser, outils numériques, dans l'enseignement. Internet, bien évidemment. Et là, c'est une obligation. Vous savez maintenant que tout est dématérialisé, que vous avez votre boîte à lettres académique en tant qu'enseignant, que vous avez accès à des sites pédagogiques, etc. Bon, Internet, on ne peut pas s'en dispenser. Ne serait-ce que dans les établissements, vous avez des logiciels pour l'appel, pour le cahier de texte, etc. Bon, Internet, vous y aurez droit, c'est une obligation. Le lecteur vidéo aussi, à partir du moment où vous souhaitez passer un film, quand je dis lecteur vidéo, ça fait aussi audio, bien sûr, le son et l'image. Il faudra trouver le support nécessaire et l'appareil qui permettra de le diffuser. Alors ça paraît simple comme ça, lecteur vidéo, on pense à un lecteur DVD, si on veut faire simple. C'est pas si simple. Parce que d'une part, le lecteur DVD, vous l'aurez sans doute, le lecteur Blu-ray, vous l'aurez peut-être moins. Votre ordinateur éventuel qui aurait un lecteur de CD-ROM n'est peut-être pas un lecteur aussi de DVD. Et puis si vous voulez le projeter, il vous faut un vidéoprojecteur pour que l'image puisse être diffusable et visible par vos élèves. D'où le vidéoprojecteur. Ça me semble être indispensable. Malheureusement, vous n'aurez pas dans tous les établissements des salles qui sont équipées de vidéoprojecteurs. On a la chance sur Bordeaux d'avoir une mairie qui a équipé toutes les classes d'élémentaire, il y a quelques années, de tableaux numériques interactifs, intégrés donc avec un vidéoprojecteur. Donc à Bordeaux, si vous êtes dans un établissement bordelais dans quelques années, vous aurez un vidéoprojecteur dans les classes d'élémentaire. Ce n'est pas le cas en maternelle, et ce n'est valable que pour les classes de Bordeaux. Mérignac, Pessac, Gradignan, Niet. Ce qui veut donc dire que vous avez des écoles, à la date d'aujourd'hui, c'est toujours le cas, de moins en moins, mais c'est toujours le cas, où il n'y a pas de vidéoprojecteur dans toutes les classes.
Vous avez parfois un vidéoprojecteur mobile que vous pouvez emprunter. La difficulté, c'est que vous allez vous battre avec vos collègues avec un maman ou un autre. Mais tous les établissements ne sont pas égaux au regard des moyens qu'ils vous proposeront. Sachez-le. Tous les établissements n'auront pas une connexion Internet dans leur classe. Sachez-le. Tous les établissements n'auront pas un photocopieur pour les professeurs disponible. Sachez-le. Idem pour les ordinateurs. Alors moi, je peux faire le comparatif et je vais vous le faire, puisque je le vis au quotidien. Mon épouse était directrice du même ensemble scolaire que moi. Elle a cessé ses fonctions de chef d'établissement, parce qu'elle n'en pouvait plus. Et elle est enseignante. Et donc, elle a changé d'établissement à la rentrée. Je ne donnerai pas le nom de l'établissement. Mettre un porte-à-faux. Mais elle quitte un établissement où vous avez un photocopieur en salle du personnel, 2 ordinateurs en salle du personnel pour faire des photocopies de cours, de classe, etc. Dans un établissement où il y a un photocopieur pour tout l'établissement, y compris l'administratif et la direction, et un seul ordinateur utilisé au quotidien par la secrétaire. Ils sont obligés de faire la queue et de réserver un créneau pour pouvoir faire leurs impressions quand la secrétaire n'est pas occupée à son poste. Donc voilà. Et c'est pas un petit établissement de campagne, hein, pas du tout. Je ne vous donnerai pas le nom. Ça n'a pas intérêt. Mais pourtant, vous avez encore ces situations-là. Alors, fort heureusement, c'est à Bordeaux, elle a au moins un vidéoprojecteur et un ordinateur dans sa classe, puisque quand on a un vidéoprojecteur et notamment un TBI, il faut l'ordinateur avec, sinon ça ne sert à rien. Merci Bordeaux. C'est pas lié à l'établissement. Donc vous ne serez pas dans une égalité. Et quand vous ferez le choix, bien sûr, de votre établissement, sauf lors de votre première nomination où on vous parachutera, là on a envie de vous parachuter, vous pouvez vous retrouver parfois un petit peu loin de Bordeaux quelque temps, mais quand vous aurez la possibilité de choisir, ça sera sans doute un critère important pour vous que de savoir quels sont les moyens mis à disposition pour l'enseignant dans l'établissement. Il est plus confortable d'avoir Internet, un ordinateur, un vidéoprojecteur, j'en passe, que d'être dans une situation où c'est compliqué. Parce que qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas l'accès à un ordinateur pour vos photocopies de classe? Si vous n'avez pas accès à un photocopieur, à un moment donné, vous allez les faire vous. Donc vous allez vous acheter une imprimante et puis vous allez vous ruiner avec l'achat de cartouches d'encre, etc. Et vous imaginez bien que l'établissement ne vous remboursera pas les cartouches d'encre parce que s'ils n'ont qu'un photocopieur ou une imprimante, c'est pour des questions de moyens financiers. Donc voilà, sachez-le, quand je vous parlais d'autonomie, c'est un des points sur lesquels il faut bien insister et être conscient. Vous ferez avec les moyens qu'on vous propose. Si vous arrivez à faire bouger les lignes, tant mieux, hein, en insistant, en disant il serait bien que vous trouvez des dispositifs, on en parlera quand vous ferez vos projets numériques, la question du financement. Mais en tout cas, voilà, tout le monde n'aura pas cette chance-là. L'appareil photo, le caméscope, c'est quand même plus sympa parce que vous avez le vôtre. Normalement sur votre téléphone. Vous avez un appareil photo intégré, vous avez un caméscope intégré, et même, on peut l'envisager, une connexion Internet que vous pouvez partager. Parfois, quand il y a un problème de réseau informatique dans un établissement, vous partagez votre propre connexion et ça vous permet d'avoir un accès grâce à votre téléphone. Donc vous avez quand même un outil personnel qui vous servira beaucoup déjà en classe. On peut tout à fait faire l'appel ou faire son cahier de texte en ligne sur un téléphone, sans ordinateur. C'est possible pour les établissements qui ont ce dispositif. Et des logiciels, parce que ça c'est tout à fait anodin comme ça quand on le dit, mais une suite bureautique, ça coûte cher. Même si, sachez-le, ça c'est une information que peu d'enseignants connaissent. Quand vous serez enseignant et que vous aurez votre NUMEN, votre numéro d'identification, vous aurez la possibilité une fois, parce que c'est offert par l'Éducation nationale, de télécharger l'intégralité de la suite Office qui sera gratuite. Vous pourrez installer. C'est une économie que d'une centaine d'euros. Ce n'est pas anodin. Donc quand vous serez enseignant, vous avez une fois la suite Office. Bonne nouvelle. Donc si, en revanche, là actuellement vous devez travailler, ou bien vous prenez une suite gratuite, Open Office, ou bien vous achetez une licence pour, si jamais vous travaillez sur Mac, Page, etc. Pages, c'est plus PowerPoint, c'est Keynote, etc. Et puis la suite Office avec, classiquement, PowerPoint, Word, Excel. Mais tout ça, c'est payant. Alors si on est un petit peu malin, les anciennes versions 2011, 2016, elles ne sont pas très chères par rapport aux dernières. On peut les avoir pour une quarantaine d'euros sur Internet, en achat, téléchargement. Mais c'est un coût.
Et à coût de 10 euros, 15 euros, 20 euros, 40 euros, on arrive vite à un budget conséquent. Et quand on commence, en général, on n'est pas au plus haut salaire. Donc sachez-le, l'autonomie financière, ça fait partie du champ de l'autonomie que vous évoquez. Internet. C'est pas tout devant Internet. Il faut l'ordinateur et le modem. Alors, quand je dis modem, on n'en est plus au modem qu'on a connu, qui faisait un bruit criard avec du souffle avant la connexion, et il fallait 35 secondes avant qu'on se connecte. Heureusement. Un fournisseur d'accès qui va vous apporter une connexion avec un débit nécessaire, suffisant. À l'heure actuelle, puisqu'on a quand même beaucoup de fichiers en haute résolution, en HD, il faut quand même un débit minimum ADSL ou fibre. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Et puis bien sûr, vous l'aurez un ce mot, forfait payant mensuel. Bon là, vous inquiétez pas, si Internet dans l'établissement, c'est l'établissement qui paye, pas vous. Heureusement. ADSL câble ou fibre, voilà. Mais bon. Et puis si jamais on veut pouvoir avoir du Wi-Fi, il faut des bornes aussi de relais Wi-Fi dans l'établissement qui va pouvoir diffuser, chaque borne diffuse son signal et le relais, et ça, c'est un coût. Donc si vous avez un établissement où tout est équipé filaire ou Wi-Fi, c'est déjà beaucoup. Lecteur vidéo, il vous faut un lecteur, DVD, DVI, Blu-ray, peut-être une tour d'ordinateur, même si maintenant vous avez vu les portables, ils n'ont plus ce dispositif. Oups, pardon. Donc téléviseur ou ordinateur ou une tablette, voilà ce qui permet de lire les fichiers. Il vous faut aussi avoir des supports, la source, mais dans un format qui est compatible avec votre appareil. Alors là, je vais vous évoquer toute une série de formats. Vous allez dire c'est du chinois pour moi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors si je vous dis MPEG1, vous ne savez pas ce que c'est. Si je vous dis MPEG2, vous ne savez pas ce que c'est. Quelqu'un sait ce que c'est le MPEG2? MPEG2. Ça vous dit rien? C'est le format d'encodage du DVD. Quand vous avez un DVD, il est encodé en MPEG2. Donc c'est le format de résolution du DVD. Le MPEG4, c'est le format de résolution du Blu-ray. C'est la moyen de l'encoder, si vous voulez, le format d'encodage. Alors il y a HD DVD aussi, à une époque il y a eu le Blu-ray et le HD DVD, c'est le HD DVD qui a perdu, comme à l'époque de la VHS et du Betamax. Il y a eu un gagnant, c'est le Blu-ray. Format AVI, c'est un format vidéo que vous trouverez souvent sous PC, Windows. Et le DIVX, c'est un autre format intermédiaire qui prend moins de place qu'un DVD. On en parlera pour les dérives. Ça a été un support qui a permis de diffuser plus facilement, à l'époque où on n'avait pas un débit internet suffisant, de l'image et des films intégraux. En gros, il prenait 5 fois moins de place que sur un DVD à quasiment égalité de qualité de résolution. Ce qui était pas mal pour les pirates, pour les diffusions. Donc rapidement, parce que ça c'est pas le propos, le MPEG1 est une norme de compression pour la vidéo numérique élaborée par le groupe MPEG, comme ça vous voyez l'origine. Ça date de 88. C'est pas vieux, mais c'est pas récent non plus. En tout cas, voilà. Résolution moins bonne qu'un DVD. C'est la première résolution numérique. Le MPEG avait pour but de développer des standards internationaux de compression, décompression, traitement, encodage d'images, animées ou données audio. L'objectif était noble au départ. Après, il y a eu des dérives. Le MPEG2, utilisé pour les DVD et Super Vidéo CD, c'est un autre format japonais aussi qui n'a pas pris. Voilà, toujours un candidat pour s'imposer, et puis il a toujours un gagnant alternant. Donc avec différentes résolutions d'images, bon, pour le DVD, la résolution, elle a pu bouger après. Et ce format est utilisé dans la diffusion de télévision numérique par satellite, câble réseau, TNT hors TNT HD. Si vous n'avez pas une box HD, vous êtes sur la TNT classique, c'est une résolution DVD. Vos émissions de télé, etc., les films qui sont diffusés à la télévision. Maintenant, on est sur la TNT HD. D'où le MPEG4. Et on vous dit,
Contrairement au MPEG-2 qui vise uniquement les images liées à la télévision numérique, les usages du MPEG-4 englobent toutes les nouvelles applications multimédia, téléchargement, streaming sur Internet, multimédia, mobile, radio numérique, jeux vidéo, télévision, support à définition. On est sur ce support-là actuellement et on va y rester encore quelques temps. Mais voilà, vous saurez pour la petite histoire qu'il y a des formats différents et que vous ne pourrez pas lire tous les formats. Si vous avez un lecteur DVD, il n'est compatible que pour le décryptage et la lecture du MPEG-2. Si vous lui mettez un Blu-ray, qui est en MPEG-4, il ne peut pas le décoder. Ce n'est pas son rôle. Donc il vous mettra mauvais format ou illisible, parce qu'il n'a pas le décodage pour ça. Les ordinateurs sont assez bien faits, parce qu'avec des téléchargements d'applications, etc., vous pouvez décoder quasiment tous les formats. Alors le format AVI, on le retrouve encore actuellement. C'est un format de fichier audio-vidéo, conçu pour stocker des données audio dans un même paquet afin d'être lu simultanément. Donc à une époque, il y avait le son d'un côté, l'image de l'autre, puis après il y a eu le son et l'image. Bon, vous en avez tous déjà vu, vous en pouvez en trouver facilement, des fichiers AVI sur Internet. C'est Microsoft qui l'a présenté en 92, et puis c'était propre à Windows. Après, ça s'est démocratisé. On peut le lire avec Windows Media Player, mais maintenant, toute application compatible et téléchargeable. DIVX. 99, ça a 20 ans. Il a été développé par un Français, c'est toujours bon à savoir, de 27 ans, du nom de Jérôme Rota, à partir du codec MPEG-4 version 3 de Microsoft. Donc il est parti quand même d'un format déjà haute résolution. Il y a ajouté la possibilité de compresser le son au format MP3 et mis au point ce qui allait devenir le format DIVX. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça c'est très important parce que c'est le sens même de la résolution d'une image. Une image, vous savez peut-être, ceux qui font de la photographie ou qui s'intéressent au cinéma, elle a un nombre de lignes, un nombre de points. Vous regardez vos formats de capteurs de téléphone, 12 millions, 8 millions de mégas. C'est la définition. Plus il y a de points dans l'image, plus l'image elle prend de place. Donc en d'autres termes, plus la définition est importante, plus ça prend de place pour l'enregistrer. Donc le principe de Jérôme Rota, c'est de partir d'une source de plusieurs gigas en mémoire et de compresser au maximum. Quand je dis compresser, ça ne veut pas dire qu'on a pris le disque et on l'a écrasé pour qu'il s'aplatisse. C'est-à-dire qu'on va diminuer la résolution tout en la gardant acceptable au maximum pour qu'on ne voit pas trop la différence. Je dis pas trop parce qu'il y a quand même une perte de résolution. Il l'a fait pour l'image, il l'a fait pour le son. Et le MP3, c'est jamais qu'un format compressé de son. Et quand on compresse le son, on élimine les fréquences de spectre, du spectre sonore. Écouter un MP3, écouter un format wave pur, non compressé, ça n'a rien à voir. Si vous êtes audiophile, vous ne pouvez pas vous contenter du MP3, sauf pour faire une balade de 5 minutes entre deux lieux avec votre casque dans la circulation. Mais un audiophile, il ne peut pas écouter du MP3. On a raboté toute la dynamique, enfin une partie de la dynamique du spectre pour que ça prenne moins de place. Et donc si on compresse le son, si on compresse l'image, ben on en arrive à un format qui prend 5 à 6 fois moins de place qu'un DVD. Et qui tient sur un CD, pour le coup. C'est-à-dire que ce qui tient là-dessus, CD, d'ailleurs souvent sur les CD vous avez la capacité, 700 mégas, c'est pas énorme, hein, quand on voit que maintenant on a des disques durs et des clés de plusieurs téras, c'est-à-dire 1000 gigas, là on est à 700 mégas, pas grand-chose. Et bien là-dessus, vous pouvez mettre un film qui jusqu'à présent tenait sur 4,6 gigas. Parce que celui-là peut accueillir 4,6 gigas d'informations. Donc voilà, c'est le même support, sauf qu'on l'a réduit et on l'a compressé. Alors le DIVX c'est super parce que du coup ça permettait à l'époque, on n'avait pas trop de capacité d'enregistrement, de pouvoir avoir des fichiers de plusieurs heures de durée qui ne prennent pas trop de place. Maintenant avec nos clés USB, je le redis, c'est plus compliqué. Petite anecdote, j'en ai trouvé une ce matin, une disquette. Il y en a qui n'ont jamais vu une disquette de leur vie, ça c'est possible. Allez, on va faire un jeu. Vous savez combien on pouvait enregistrer d'informations sur une disquette? Alors vous voyez que c'est encore un support analogique parce que dedans, vous avez un petit cercle magnétique dedans qui tourne. C'est comme un vinyle qui s'enregistrait. Qui sait, sans regarder sur Internet, c'est pas drôle, combien on pouvait mettre en termes de capacité d'accueil, de mémoire, sur une disquette? Comme ça. Allez, qui se lance?
Je vous rappelle que le CD, CD-ROM, CD, 700, 640 ou 700 mégas. Mégas. C'est moins d'1 giga. D'accord ? 1000 mégas égale 1 giga. Donc là, on en mettait 700. Combien on en mettait là-dessus? Est-ce qu'on a régressé ou est-ce qu'on a progressé? On mettait 3,14 mégas. Vous avez certaines photos actuelles qui sont plus de 3 mégas. On pouvait mettre une photo. Alors c'est sympa quand on a pris, comme mon épouse, 1200 photos en 3 jours. On amène ces 25 boîtes de disquettes et on se met une disquette par photo. À l'époque, c'était ça. Quand vous regardez vos fichiers que vous enregistrez, Word, PowerPoint, etc., ils font parfois plusieurs mégas, voire plusieurs dizaines de mégas. Donc vous ne pouviez même pas mettre ça sur une disquette. Donc vous voyez un peu la révolution qu'il y a. Elle va dans le sens d'agrandir l'espace et la capacité de stockage. Vos ordinateurs sont de plus en plus performants en termes de processeurs, vos mémoires sont de plus en plus importantes en termes de capacité d'accueil. C'est lié aussi à l'évolution des formats. Puisqu'on est dans la haute résolution, il faut avoir des formats maintenant qui accueillent le stockage de ces formats haute résolution. Bon, le DIVX, maintenant vous savez quasiment tout, sauf que le problème, c'est que si on peut compresser et rendre plus facile en diffusion un fichier, eh ben c'est la porte ouverte à la diffusion illégale. À l'époque, quand on avait nos petits modèles qui crachaient et qu'on avait un disque de 4,6 gigas à faire passer pour un film, vous imaginez bien qu'il fallait des jours pour le télécharger. Là maintenant, on est sur de la fibre, avec plusieurs centaines de mégas parfois de débit, et donc un film qui est en DIVX, en 5 secondes, vous le téléchargez. Aujourd'hui. À l'époque, ça prenait plus de temps, mais c'était faisable. Donc là, ça a rendu accessible et le piratage vidéo, et surtout musical, parce qu'un morceau musical, lui, il prend que 3-4 mégas quand il est compressé en MP3. Là, c'est facile à diffuser. Bon, c'est un des travers, on en parlera tout à l'heure avec les droits d'auteur. Futur en marche, bon, on y est déjà, c'est l'Ultra HD Blu-ray, et maintenant on parle de 8K déjà, c'est-à-dire qu'à peine un support essaie de s'implanter qu'on est déjà dans le futur. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous achetez des CD vierges pour votre, on va dire, bibliothèque personnelle d'archivage, même si le support il n'est pas toujours très pérenne non plus. Un CD, c'est 680 à 900 mégas. On n'aura pas plus de capacité d'accueil. Plus personne n'achète, je pense, maintenant des CD, vous êtes tous sur clé USB, mais enfin, sachez-le. Le DVD, c'était 4.6 au départ, et puis ils ont sorti des DVD double couche, on peut enregistrer sur 2 couches. Donc on passait quand même à 9,2 gigas, ce qui est quand même déjà pas mal. Le Blu-ray, on est de 23 à 30 gigas. C'est quand même déjà assez conséquent. Je crois que j'en ai un Blu-ray. Un Blu-ray vierge, que je vous montre ce que c'est. Voilà. C'est comme un CD. Et là, vous avez quand même déjà 30 gigas. C'est pas mal. Les clés actuelles, déjà de 30 gigas. Bon. Ça reste un support viable. Et puis alors maintenant, les Ultra 4K Blu-ray, encore davantage. On n'en finira jamais, on ira toujours vers l'exponentiel. Un morceau de musique prend 10 fois moins de place en MP3 qu'au format CD audio. Donc si vous encodez un CD en WAV, puisque c'est le format initial de base, et bien si vous l'encodez en MP3, ça prendra sur votre ordinateur 10 fois moins de place que le fichier d'origine pur, non compressé. Sauf que du coup, vous perdez en qualité. Si vous avez l'occasion, amusez-vous, on pourrait le faire, mais ça prendrait du temps, à écouter la différence entre MP3 et un CD classique et autres. Si vous êtes un petit peu sensible, vous sentirez la différence, en tout cas au niveau auditif, c'est certain. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points un peu techniques, mais intéressants parce que voilà, ça vous apprend quelques bricoles. Vous serez moins bête, entre guillemets, quand maintenant vous aurez plusieurs supports et vous pourrez dire « Ah, c'est un CD, ouais, mais ça fait 700 mégas. » Vous passerez pour des gens plus intelligents. On va dire moins bêtes, plus intelligents. Ok, alors on avance. Donc, autre outil indispensable, réellement indispensable, en enseignement, c'est le vidéoprojecteur. Pas d'amalgame avec
rétroprojecteur. Parce que moi, j'ai parfois des personnes qui me disent « Est-ce que je peux emprunter le rétroprojecteur ?» Je dis « Le rétroprojecteur, on n'en a plus. » Rétroprojecteur, c'était, pour ceux qui ont connu, voilà, ça projetait, souvent c'était sur des papiers transparents, et ça faisait, alors c'était une projection, mais du papier transparent, il fallait qu'il soit transparent, ça n'a rien à voir, c'est pas un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur, ça projette une vidéo ou une image. On en parlera de manière plus développée, plus précise, en tout cas, ça c'est incontournable. Au moins un, en tout cas mobile, pour pouvoir travailler un peu avec le numérique. Sinon c'est quasiment impossible de travailler. L'appareil photo numérique, vous l'avez intégré à votre téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le caméscope numérique, vous l'avez intégré à votre téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les logiciels. Quels sont les logiciels qui me semblent intéressants pour vous, pour votre pratique professionnelle? J'ai mis Paint parce qu'il est gratuit, il est basique, mais bien sûr, vous avez Photoshop, vous avez plein de choses. Mais la retouche d'image, ce sont des logiciels qui peuvent être intéressants. Bon, Paint, il permet de colorer un petit peu, de gratter un petit peu, de couper un petit peu. C'est vraiment basique, il a l'avantage d'être gratuit. C'est toujours un avantage. Pour le montage vidéo, si vous travaillez sous Windows PC, Windows, voilà PC. Windows Movie Maker, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire un montage et un film vidéo. Il est assez bien fait. Et si vous travaillez sur Mac, iMovie, qui est préinstallé sur les Mac et les tablettes iPad, permet de faire du montage. Vous pouvez faire un film de qualité absolument professionnelle avec iMovie. Si vous voulez aller plus loin, il y a Final Cut qui est encore au-dessus pour les professionnels, mais celui-là, c'est 300 € la licence d'achat. Alors qu'iMovie est gratuit. Idem pour Movie Maker. Vous aurez besoin sans doute d'un logiciel de diffusion de vos diaporamas, parce que c'est vrai que vous avez l'exemple là. Quand vous faites une présentation, vous faites un cours, vous aimez bien que ça défile, que ça soit un peu actif, animé, etc. PowerPoint si vous avez la suite Office ou l'équivalent gratuit. Et Keynote si vous êtes sur Mac ou iPad. C'est la même chose, ils sont compatibles. À une époque, ils n'étaient pas compatibles entre eux, les fichiers. Maintenant, il y a une totale compatibilité. Si vous faites un diaporama sur PowerPoint, vous pouvez l'ouvrir avec Keynote et inversement. À de rares ajustements près. On va le dire comme ça. Ok. J'avance un petit peu avant la pause. Et là, on rentre dans le vif de la théorie. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, c'était théorico-pratique. Là, on va être vraiment dans le pavé un peu théorique. Donc, j'avance un petit peu sur ça, puis on fera une pause, puis on continuera un peu sur ça. Alors, pourquoi je vous dis qu'on est dans le vif du sujet? Parce que vous voyez que la thématique, c'est la culture numérique à l'école, un enjeu de citoyenneté et d'éducation. À l'heure d'Internet et de la mondialisation, la plupart des discours officiels sur les enjeux du numérique à l'école mettent l'accent sur la nécessité d'acquérir des compétences clés dans le domaine des technologies numériques afin de maîtriser leurs usages dans la vie privée, sociale ou professionnelle. C'est l'introduction, j'invente rien. On retrouve ces grandes idées, notamment sur un site que vous aurez sans doute l'habitude de côtoyer, si ce n'est déjà le cas, à savoir education.gouv.fr, où vous avez bien sûr toutes les ressources, tous les textes de référence. Voilà un extrait du référentiel. On vous dit, et ça c'est important, l'école contribue au projet d'une société de l'information et de la communication pour tous, en initiant en partenariat avec les collectivités ou différents acteurs des actions pour généraliser les usages et développer les ressources numériques pour l'éducation. Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont l'environnement technologique évolue constamment. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier paragraphe? Je vous écoute. Quel est le sens caché, profond, objectif de ce premier paragraphe? Allez, qu'est-ce que vous pouvez extraire comme essence de ce paragraphe? Qu'est-ce qui est important?
société d'information. Alors, société d'information, terme très important, ça nous place déjà un cadre. On n'était pas à toute période de l'histoire dans des sociétés d'information. Là, on l'est totalement. Peut-être trop, mais on l'est. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous semble important? Il y a encore deux choses qui me semblent très importantes dans ce paragraphe. Je suis pas sûre, mais ça permet aussi à l'élève de vivre avec son temps, non? Oui. Alors, ça parle à l'élève de vivre avec son temps. Et vous voyez qu'il y a un terme extrêmement important, c'est-à-dire que ce n'est pas anodin de mettre dans un référentiel d'éducation le futur citoyen. Le futur citoyen, c'est déjà à une échelle de majorité, à une échelle adulte. En tout cas, le but, et on fait le lien avec les outils numériques, c'est préparer le futur citoyen, donc on est déjà dans la citoyenneté, à vivre dans une société dont l'environnement technologique évolue. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre, bien sûr, citoyen et société, mais environnement technologique. C'est-à-dire qu'on intègre totalement que, actuellement, notre environnement, il est technologique et numérique. On le sait, et on l'entend bien assez en ce moment. Mais en tout cas, voilà. Donc il faut l'inscrire, l'enfant. Déjà dans une dynamique, et ça, si vous réfléchissez, ça veut dire une éthique, une prévention. Hein, vous savez très bien que les enfants, ils n'ont pas, les adultes d'ailleurs non plus, pas toujours conscience d'enfreindre une loi d'usage de la vie privée, par exemple, du droit à l'image, de la confidentialité des informations, etc. Quand on prend une photographie, est-ce qu'on est bien sûr que la personne a donné son accord pour être prise en photographie? Quand on met une image sur un réseau social, est-ce qu'on a bien l'accord des personnes représentées pour être diffusée librement sur un réseau social? Voilà. Ça part pas d'une mauvaise intention, hein, souvent. Parfois, si, mais rarement quand même. Mais ça, il faut avoir ça à l'idée. Et il faut le faire dès l'enfance. C'est déjà compliqué pour les adultes de s'y mettre quand ils ne sont pas ouverts dans ces domaines. Mais l'enfant, voilà, il faut l'inscrire là-dedans. Et vous aurez beaucoup de travail sur l'éthique, la prévention, les usages. Et c'est comme ça que on change la société, par la jeunesse. Vous travaillerez beaucoup avec ce qu'on appelle des ENT, c'est-à-dire des espaces, des ensembles, c'est un ensemble pour eux, de services numériques, ensemble numérique de travail, espace numérique de travail, proposés à l'établissement scolaire et à sa communauté éducative, sous forme d'un portail web unique et sécurisé. Donc, je donne un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. En tant qu'enseignant, vous aurez une messagerie avec un identifiant et un mot de passe académique, de l'inspection académique. Vous pourrez vous connecter, vous aurez des informations sur votre profil, vos données administratives, votre évolution de carrière. Vous avez maintenant vos bulletins de salaire, c'est assez récent, numérique. Et vous avez aussi des informations communiquées par le ministère de l'Éducation nationale, ou le recteur pour les collèges et lycées, ou l'inspecteur d'académie pour le primaire. Et vous avez des établissements qui ont leur propre ENT supplémentaire. Je vous donne quelques exemples de logiciels, même si c'est École Directe maintenant qui est majoritaire dans l'enseignement catholique de Gironde, puisqu'on nous a demandé tous de l'utiliser. Mais École Directe est un logiciel qui permet aux professeurs, aux élèves, aux familles, aux membres du personnel, d'avoir accès à un portail d'informations propres à l'établissement où vous retrouverez un agenda, des informations. Je vais vous montrer un exemple. C'est toujours plus concret quand on vous montre. Ça, vous allez devoir l'utiliser forcément à un moment ou à un autre. Voilà. Donc c'est École Directe. Oui, on peut y avoir accès facilement sur Internet. Il y a même une petite partie démonstration pour les enseignants, si vous voulez un jour essayer, voir comment ça marche. Donc vous avez un identifiant, un mot de passe. Et quand vous l'avez rentré, vous vous connectez et vous avez accès à tout. Ça, c'est mon espace enseignant. J'ai un espace personnel en tant que chef d'établissement, avec plus de droits. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, à gauche, tout ce qui m'est proposé en tant qu'enseignant sur ce site. Donc une messagerie. Donc là, c'est formidable parce que vous avez automatiquement toutes les coordonnées des familles
Donc quand vous envoyez un message, vous pouvez tout de suite le faire sans aller demander à la secrétaire quelle est la coordonnée des familles, vous avez tout. Et les familles peuvent vous répondre aussi ou vous envoyer des messages. Ça peut être plus problématique s'ils en ont mis. L'emploi du temps, donc vous avez l'emploi du temps du professeur. Vous pouvez consulter l'emploi du temps, les classes, les groupes, les profils des élèves, de toutes les classes. Si vous voulez les coordonner d'une famille, ou si vous voulez savoir quel est l'emploi du temps d'un élève, vous êtes en CM1 et vous voudriez savoir quel est l'emploi du temps de votre collègue de CP, s'il y a eu un emploi du temps qui a été fait un peu type. Bon. Vous pouvez faire l'appel. Vous pouvez bien sûr, et ça c'est très important, rentrer vos notes, vos évaluations. Et sur ce logiciel, vous avez aussi une partie compétences LSU. Pour chaque évaluation, vous pouvez paramétrer pour valider vos compétences. Donc ça c'est formidable. Et puis voilà, il y a des petites options sympas, le QCM, pour créer des petits questionnaires en ligne pour les élèves, des cahiers de texte, un espace collaboratif de travail. Situation financière, si vous êtes une famille, savoir où vous en êtes au niveau comptabilité, restauration, etc. Paiement en ligne, maintenant on peut même payer en ligne. L'établissement, ça c'est nouveau, vous n'avez pas ça. Et les documents, c'est une manne de documents mis à disposition de tous, projet d'établissement par exemple, guide de sécurité, accessible à tous à tout moment par ce petit dossier. Et puis vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une partie quand vous vous connectez, avec des petits post-it, un petit planning, là, et là, agenda avec le rappel des dernières informations futures qui ont été données. Bon, c'est tout sympa. Ça permet de faire une petite pub. Festival des familles, ça vous concerne aussi, hein. Du 11 au 13 octobre, il y a plein de manifestations de l'enseignement catholique liées aux familles, mais enfin c'est l'éducation et aussi les enseignants. C'est bien, j'ai fait le quart d'heure promo que je vais faire. Donc voilà, des espaces numériques de travail. Vous en aurez d'autres. Je vous en donne un autre exemple parce que c'est l'occasion de le présenter avant la pause. Je vous en donne un concret. Donc dans mon établissement, on a un espace de travail. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de sécurisation, bien sûr qu'il doit être accessible qu'aux élèves de notre établissement. Pourquoi ? Parce que vous y avez des documents créés par les enseignants qui ne souhaitent pas forcément qu'ils soient diffusés en dehors de l'établissement. Donc il y a un mot de passe. Et on rentre sur un espace de travail. Vous voyez, la bêtise est là. Espace numérique de travail regroupant les sites pédagogiques des enseignants du collège Sainte-Thérèse. Et donc l'objectif de ce site, de ce projet, de ce stylo pédago, c'est que l'élève en 2 clics, il accède au cours de la discipline qu'il souhaite, et dans toutes les disciplines. Donc, je vais faire simple, imaginez un élève de 6e, il cherche, puisque moi j'ai encore 2 classes de 6e, le cours de M. Villebois de la semaine dernière parce qu'il était absent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va repérer la discipline. Bon, peut-être qu'en début d'année, ils ont du mal, mais au bout de connexion, ils ont compris. Je pense que vous avez compris que pour les sciences de la vie de la Terre, la petite icône, c'est le corps humain. Ça a été assez bien fait pour qu'on puisse le comprendre facilement. Donc on clique sur le corps humain. Si l'élève il est en 6e A, il va cliquer sur sa classe de 6e A et il rentre sur le site d'SVT de son enseignant, en l'occurrence c'est moi. Et s'il veut le cours, voilà, comme vous l'aurez pour le Sciences CRPE, il va sur le cours et il télécharge le cours. C'est ça, monsieur. Ça veut dire que maintenant, tous les professeurs de notre établissement, tous leurs cours sont mis sur cette plateforme ? Ouais. Parce qu'avant, ça dépend de comment Alors, c'est bien d'en parler rapidement. Le projet de Saint-Louis-Sainte-Thérèse, c'est le stylo pédago et les classes iPad qui sont aussi liées à ce projet, puisque c'est un peu la source pour les classes iPad. Un enseignant qui vient à Saint-Louis-Sainte-Thérèse au collège, quand je le rencontre, il sait qu'il va devoir réaliser avant la rentrée un site et mettre tous ses cours en ligne en temps réel. Alors s'ils viennent, c'est pour ça. Ceci étant, vous, quand vous allez faire vos cours maintenant, vous les aurez tous numérisés. Peut-être pas adaptés à l'élève, d'accord ? Il y aura peut-être un contenu théorique pour vous. Mais quand vous allez bâtir vos cours, vos PowerPoint, vos diaporamas en face, ils seront numériques. Donc si vous vouliez venir à Saint-Louis-Sainte-Thérèse en tant qu'enseignante de collège, si vous avez tous vos cours numériques, vous avez juste à les mettre en ligne pour les élèves. Donc c'est pas un gros travail en soi. Et faire un site, je vous expliquerai comment on le fait, puisque ça sera un des objectifs de notre module culture numérique, c'est extrêmement facile de réaliser un site internet. Quand on sait utiliser Word,
ou OpenOffice, on peut réaliser un site avec le logiciel que je vous proposerai. Donc ça vous permettra, vous, éventuellement, dans vos pratiques futures, de créer un site disponible pour les familles, pas forcément pour mettre le cours, mais pour mettre des photos, par exemple, de sorties scolaires, pour mettre de l'information. Si vous n'aviez pas d'espace numérique de travail dans votre future école, vous en créez un propre à votre classe, avec une petite partie information. Voilà, la semaine prochaine, il y a la sortie en classe de découverte prévue. Les familles qui souhaitent participer peuvent se rapprocher de moi. Oui. Donc le but, ça sera que vous puissiez vous en servir. Je ne vais pas vous faire créer un site internet pour rien. Après, si vous voulez mettre les cours, vous pouvez mettre les cours. Nous, notre projet, il est là. Alors, en effet, la difficulté, en tout cas au début du projet qui date de 2013, c'était que tous les enseignants aient un site internet à jour en temps réel. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas depuis 2018, date de départ d'une de mes enseignantes à la retraite. Tout est dit. Tout est dit. Bon, voilà, c'est pour la petite histoire, on en reparlera quand on fera le projet numérique. Donc pour clôturer sur le NT, que vous aurez maintes fois l'occasion d'utiliser, le NT ou les ENT, ou en tout cas un ENT. It's Learning en est un, pour la petite histoire. Voilà. Dans un milieu scolaire classique, un ENT, ça permet d'avoir des informations au niveau de la vie scolaire, notes, absence, emploi du temps, agenda, etc., de communiquer, messagerie, information des personnels et des familles, pédagogique, cahier de texte numérique. Il n'est pas obligatoire en primaire, il l'est au secondaire. Espace de travail, de stockage commun aux élèves, aux enseignants, outils collaboratifs, blog, forum, etc. Donc voilà, vous aurez forcément, à un moment ou à un autre, dans la journée ou dans la semaine, l'obligation d'utiliser un ENT. Autre avantage de l'usage des techniques de l'information et de la communication, c'est peut-être moins juste maintenant de dire développer d'autres modes d'apprentissage innovants. Alors, ça reste encore innovant dans beaucoup d'établissements, mais beaucoup moins puisque beaucoup d'établissements s'y sont mis. L'usage de manuels numériques, l'intérêt, en dehors de l'interactivité et de la partie aussi vidéo et tout qui peut y être associé, c'est d'alléger bien sûr le poids des cartables des élèves. Faut-il encore que l'élève ait le support qui permet de substituer le livre, à savoir une tablette ou un ordinateur, mais en tout cas, les manuels peuvent être numérisés. On peut utiliser des tablettes, ponctuellement ou de manière régulière. Il peut y avoir ce qu'on appelle des jeux sérieux. Alors, les jeux sérieux, ce sont des jeux avec une visée pédagogique, éducative. Minecraft en est un exemple, pour ceux qui connaissent. Ça permet, bien sûr, d'utiliser les TIS à l'école, de développer des compétences et un usage responsable du numérique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous aurez à faire valider à vos élèves, au moins à la fin du CM2, un petit diplôme, entre guillemets, en tout cas une validation de compétences qui s'appelle le brevet informatique et Internet de niveau 1. Vous vous renseignerez, il est intégré maintenant totalement aux compétences du LSU. Mais en tout cas, c'est les rudiments de base d'utilisation d'un ordinateur, d'un clavier, de faire une recherche sur Internet, de taper du texte. Et au collège, pour le brevet, ils sont obligés d'avoir le niveau 2 à la fin de 3e pour valider leur brevet. Mais vous en serez responsable. Alors, à une époque, c'était compliqué pour les enseignants qui n'avaient pas de compétences en informatique. Vous, maintenant, dans la mesure où vous êtes supposé, à la fin de votre parcours, avoir le C2 IE, vous êtes largement compétent pour enseigner l'informatique. Au même titre que, dans les langues étrangères, vous aurez l'habilitation aussi en langue pour enseigner l'anglais le plus souvent, peut-être parfois d'autres langues, mais en tout cas, ça sera souvent l'anglais, ce qui évite à un professeur des écoles de demander à son collègue du secondaire de venir faire anglais dans sa classe. C'est pas toujours très pratique et très réalisable. Quels sont les domaines qui sont évalués donc, dans le cadre du brevet informatique Internet pour les élèves? Donc, on va évaluer s'approprier un environnement informatique de travail, adopter une attitude responsable, vous voyez qu'on revient toujours sur la responsabilité, le sens éthique, créer, produire, traiter, exploiter des données de manière assez simple, s'informer, se documenter, recherche documentaire sur Internet, etc. Et enfin, communiquer et échanger.
vraiment des rudiments de base, en tout cas pour le primaire. Favoriser un usage responsable des réseaux et des services numériques. La maîtrise des TIS et de l'Internet doit être perçue et comprise par les élèves et futurs citoyens. Derrière le mot perçu, on va voir qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'enjeux. Il est indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise des concepts, leur permettant d'utiliser au mieux ces outils dans une société de l'information et de la communication rapide évolution. On revient toujours sur ça. Vous allez voir que c'est très, très récurrent, cette notion de société d'information et d'évolution rapide. Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l'Internet, l'Éducation nationale a mis en place le site Internet responsable. Donc ça, c'est un moyen de s'informer et d'avoir des ressources à ce niveau. Donc si vous allez bien sûr sur education.gouv.fr, vous tapez Internet responsable, c'est très bien fait. Et il y a beaucoup de choses à aller piocher dans ce site. Il offre un point d'entrée unique vers des ressources destinées à favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des services numériques. Vous savez que lors de sa conférence de presse de rentrée, Jean-Michel Blanquer a insisté sur plusieurs choses. La réussite de l'élève, sujet bateau, parce qu'on est tous sensibles à la réussite de nos élèves, en théorie. Mais également la prévention des violences. Et dans ces préventions des violences, vous avez bien sûr le harcèlement scolaire, qui est souvent utilisé à tort pour certaines attitudes d'enfants. Le harcèlement, c'est quand même assez spécifique, assez ciblé, avec un protocole, entre guillemets, assez balisé. On parle d'harcèlement à tout va, c'est pas forcément du harcèlement. Mais en tout cas, le harcèlement scolaire, il peut avoir lieu par la parole, mais aussi, très souvent, par le biais des réseaux sociaux, des messageries numériques, et c'est souvent dans le cadre privé que ça se passe. Et la difficulté, c'est que ça a une incidence dans le cadre scolaire, et on n'a pas toujours la main. Quand je dis on, c'est le chef d'établissement, les enseignants, éventuellement le bureau de la vie scolaire. On ne peut pas toujours agir, nous, parce que ça se passe souvent en dehors de l'école. Et c'est donc de la responsabilité avant tout des familles. Maintenant, si ça a une influence au niveau de la scolarité, on peut avoir un levier d'action. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Donc ça, attention, vigilance accrue, et pour éviter, c'est de l'information qu'on donne aux élèves. C'est de leur expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. On n'utilise pas des photos de copains ou de copines comme ça sans leur autorisation. On ne prend pas des photos de personnes de l'établissement, d'adultes, pour se moquer, pour faire des montages, pour les mettre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, ce qui est dit sur Internet, c'est pas parce que c'est une messagerie ponctuelle, même si c'est dans un cercle restreint de communicants, qu'on a le droit de dire tout et n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des choses qu'on peut dire et ne pas dire. On ne va pas rentrer dans tout ce qui est après racisme et autres, mais ça peut déraper très vite. Voilà. Ça, c'est très important et vous aurez un rôle majeur à jouer au primaire à ce niveau. Ils sont un peu moins sensibles, si je peux me permettre de le dire, qu'au collège, mais en tout cas, c'est là que ça se joue, très tôt. Donc vous aurez la main. Et surtout, donc, ils vous permettent d'avoir un accès aux textes réglementaires, à des guides pratiques, des ressources, des actualités sur les TIS à l'école. Donc voilà, c'est aussi à vous, de vous renseigner et d'aller de temps en temps vous informer de ce qui se passe dans l'éducation nationale. Alors je sais que vous n'aurez peut-être pas trop le temps là cette année, mais en tout cas, quand vous serez enseignant, on ne va pas forcément tout vous donner tout le temps. C'est à vous d'aller piocher. Au même titre qu'au niveau de votre formation, qui est actuellement une formation initiale, il est de votre devoir et de votre responsabilité de vous former tout au long de votre parcours professionnel. Ce qu'on appelle la formation continue. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais il y a des moments où il faut le faire. Quand il y a des réformes majeures, souvent vous avez même parfois des inspecteurs ou des recteurs qui imposent à tous les enseignants des formations. Bon, là c'est un peu l'extrême, mais quand vous avez un domaine où vous êtes intéressé, rien ne vous empêche de vous inscrire au plan de formation de l'établissement. Selon son budget, il peut vous faire partir en formation dans des domaines divers, variés, pédagogiques. Bon, ça c'est un point capital, on va le développer. La protection de la sécurité sur Internet. L'usage de l'Internet dans le cadre pédagogique doit pouvoir se dérouler dans des conditions optimales pour les élèves et les enseignants, notamment en assurant la protection des mineurs vis-à-vis des contenus choquants ou inappropriés, ou encore en leur fournissant la culture nécessaire à la protection de leurs données personnelles. Alors, il y a la part de formation qu'on peut leur assurer et d'information, mais aussi il y a la responsabilité de tout et chacun, et principalement de l'établissement qui met à disponibilité les ressources et notamment la connexion Internet. C'est pour ça que les établissements, normalement, ont des programmes de protection, des pare-feux,
des programmes de filtrage pour éviter que, en tapant, parfois par inadvertance, un mot qui a une connotation qui peut déraper très vite, on se retrouve sur un site inapproprié, choquant, violent, visuellement, souvent, pornographique, j'en passe. Et c'est de la responsabilité, avant tout de l'établissement, mais aussi de l'enseignant. Parce que si l'enseignant ne le dit pas ou ne le remonte pas, il a une part de responsabilité. Mais c'est l'établissement qui doit prévoir toutes les mesures pour protéger les enfants au niveau de l'accès à l'information. Des mesures ont été mises en place dans les établissements et les écoles pour former et informer les usagers, pour mettre en place des dispositifs de filtrage. Informer, former les usagers. Chaque école, chaque établissement doit élaborer une charte d'usage du numérique et d'Internet. Si quand vous arrivez dans un établissement, elle n'y est pas, eh bien, n'hésitez pas à dire que c'est obligatoire. Il faut une charte d'usage du numérique et d'Internet. C'est un petit papier qui rappelle des règles de base. Mais ça permet de couvrir. Vous verrez quand vous serez en responsabilité qu'il faut toujours vous couvrir dans plein de domaines. Et plus vous donnez d'informations, plus vous faites signer de papier, plus vous êtes couvert et tranquillisé. Je vous évoquerai tout à l'heure l'exemple que j'ai traité encore ce matin. Cette charte est annexée au règlement intérieur et signée par les élèves et leurs parents. Il y a un nouveau dispositif très important qui est mis en place au niveau européen pour la protection des données. Vous avez dû en avoir plein de notifications par rapport à des logiciels, des applications que vous utilisez, le RGPD. Donc là, maintenant, il faut que, notamment cette charte, elle soit en phase avec le RGPD. C'est-à-dire, concrètement, si vous faites une sortie scolaire et que vous voulez réaliser un petit film ou prendre des photos de la sortie, il faut être sûr à 100% que les familles auront donné leur accord pour les prises de vue et qu'ils accepteront éventuellement que vous puissiez le diffuser lors d'une réunion, lors d'une soirée, le mettre en ligne si jamais c'est sur le site de l'établissement. En tout cas, voilà, il faut faire très attention avec ça. Ça rigole plus du tout. C'était déjà un peu compliqué avant, maintenant ça l'est plus du tout. Donc le RGPD, c'est européen, donc c'est quand même un niveau encore au-dessus que le niveau national. Vous chercherez, RGPD. Mettre en place des dispositifs techniques de filtrage, ça normalement c'est pas vous de le faire. Chaque école et chaque établissement doit être équipé d'un dispositif de filtrage des sites consultés sur Internet pour permettre aux équipes pédagogiques de travailler sereinement et assurer une protection des élèves vis-à-vis des contenus inappropriés. Des listes blanches de sites autorisés peuvent être constituées par les enseignants pour répondre à un objectif particulier. Je mets toujours un bémol sur ces listes blanches et ces listes noires, parce que malheureusement, vous avez je prends YouTube par exemple, vous avez parfois des sites ou autres qui sont un peu hybrides et si vous les blacklistez, vous ne pouvez plus avoir accès aux vidéos et si vous les listez trop, il y a des vidéos qui passent à travers les mailles, donc c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre. Bon, en tout cas avec des listes blanches, qui dit liste blanche, des listes noires, c'est-à-dire qu'on blackliste tout site qu'on juge potentiellement dangereux, même s'il n'est pas forcément pour un usage normal. Elles permettent de limiter les accès et les consultations à un ensemble de sites choisis. Par exemple, si un enfant il tape sur le moteur de recherche Google le mot sexe, et bien le sexe, ça va l'amener nulle part, ça va être bridé, et il y a une protection qui empêche tout accès à des sites contenant le mot sexe. Ce qui parfois peut être compliqué. Parce que je prends l'exemple de ma discipline, sciences de la vie de la Terre, si je suis en 5e et que je traite de la reproduction des êtres vivants, forcément le mot sexe, à un moment donné, je l'utilise. Vous allez l'utiliser aussi en histoire-géographie, à l'éducation et à la citoyenneté, au niveau du genre. Bref, le mot sexe n'est pas un mot grossier en soi, sauf qu'il a une connotation forcément plus ciblée au niveau sexualité et éventuellement pornographie et tout ce qui peut en découler. L'équipement des écoles, collèges et lycées a progressé au cours de ces dernières années. Tous les enseignants sont concernés par l'usage des outils propres Otis. Je vous apprends rien. Je le passe. Au sortir de sa formation universitaire, tout nouvel enseignant doit avoir acquis les compétences d'usage et de maîtrise raisonnée de l'information et de la communication dans sa pratique professionnelle. Les connaissances et les capacités attendues sont celles relatives aux compétences du certificat informatique Internet de niveau 2, enseignant. Dans le cadre de votre master, on est pleinement dans l'actualité. C2I 2E. Bon, vous l'aurez, on vous validera. Si vous suivez bien tout le cursus de votre master. Cette éducation numérique vise essentiellement à développer des usages sûrs et critiques, mais rarement à susciter une réflexion sur l'avènement d'une citoyenneté numérique mondiale. Peut-être qu'on pourrait revenir un peu sur ça, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même une conscience accrue au niveau de ces réflexions du tout numérique, de l'intelligence artificielle. Ça
commence à être un sujet, je ne vais pas dire majoritaire, mais en tout cas d'actualité régulière. Donc, je vous redis, hein, si vous avez regardé, j'ai regardé ça hier soir, Cache Investigation, on parle de l'ubérisation, des travers du contrôle de la localisation des livreurs Uber, de Google, de Facebook, etc. On sait qu'il y a des dérives. Voire dernier incident avec Facebook récent et procès. Bon, voilà. Donc attention à ça, parce que vous avez un rôle aussi à jouer pour éviter justement tout ça. Alors, je vous donne une définition qui est extraite, qui me semble la plus appropriée de celle qu'a donnée en 2002 Proust, qui désigne, pour ce qui concerne la culture numérique, puisque c'est votre sujet du jour, un ensemble de valeurs, c'est pas anodin, de valeurs, de connaissances, de pratiques, qui impliquent l'usage d'outils informatisés, mais aussi des pratiques de consommation médiatique et culturelle, de communication et d'expression de soi. Vous voyez qu'on va quand même bien plus loin que l'image de la culture numérique. Allez, en gros, c'est Internet et les outils. C'est un peu ça. Donc voilà, définition peut-être à retenir aujourd'hui. En France, 96% des jeunes, le chiffre peut-être devrait peut-être être actualisé, en tout cas, 96% des jeunes de 8 à 17 ans utilisent Internet. C'est sans doute même un peu plus maintenant. 48% sont connectés à un réseau social, principalement Facebook, utilisé par 85% des lycéens. 57% des collégiens. 11% des élèves de primaire. J'attends vos remarques. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ces chiffres? La question que je vous pose, c'est quel est l'âge légal pour pouvoir s'inscrire sur Facebook? 13 ans. Est-ce qu'en primaire, ils ont 13 ans? Non. Jamais. Bon, sauf si vraiment ils sont très en retard. Pourquoi pas? Ce qui veut dire qu'un enfant sur 10 s'est inscrit à Facebook, ou bien de sa propre initiative, mais forcément, en tout cas je l'espère, avec le consentement de sa famille, ou c'est sa famille qui l'y a inscrit, mais de manière illégale. C'est-à-dire de manière mensongère, puisque un enfant de 7 ans qui serait sur Facebook et qui n'en a pas 13 a dû déclarer qu'il avait au moins 13 ans. Donc là, le sens de la responsabilité éducationnelle familiale est tout à fait pointé du doigt. La règle, elle est simple, si tu n'as pas 13 ans, mon coco, ma cocotte, tu n'iras pas sur Facebook. C'est logique, puisqu'il faut un âge minimum. Eh bien, si vous en avez un sur 10, c'est que les familles partent du principe qu'ils peuvent. Responsabilité de la famille. Et de l'enfant, parfois, qui l'a caché. Vous pensez vraiment que c'est fait avec l'accord de la famille en dessous de 13 ans? Pas forcément. Moi, je pense pas. Pas forcément. Pas forcément, mais alors, si c'est sans l'accord de la famille, on peut se poser le temps consacré au contrôle de l'usage numérique qui est fait par l'enfant dans le cercle familial. Ça veut dire qu'il utilise Facebook en se cachant en permanence, si elle ne sait pas. Voilà. Quel usage? Est-ce qu'on donne des règles? Est-ce qu'on contrôle? Est-ce qu'il y a un filtre avec un contrôle parental? Est-ce qu'il y a des heures d'utilisation d'un outil numérique en présence des parents pour contrôler? Tout est derrière ça. Voilà, après, je ne suis pas là pour jeter la pierre aux familles, c'est compliqué de contrôler. C'est compliqué de contrôler. Moi, je vous donne un exemple très concret. Une des difficultés de mes familles avec le projet iPad, puisqu'ils ont l'iPad en classe et à la maison, c'est que voilà, quand un enfant il dit à sa famille j'ai un exercice de mathématiques à faire avec un document en ligne, etc., je vais dans ma chambre pour faire le travail, il peut très bien être en train de jouer à Fortnite ou être sur MSN ou sur Facebook. C'est compliqué à contrôler. C'est compliqué. Et puis avec l'iPad, vous savez qu'en 2 clics, on bascule d'une appli à une autre. Donc la porte s'ouvre, clic, clic. Qu'est-ce que tu fais? Ben mes maths. Ah. Ok. Eh ben on mange dans 10 minutes. C'est pas du vécu, mais ça se rapproche sans doute du vécu. Les jeunes se connectent souvent seuls depuis leur ordinateur personnel et leur mobile. Vous voyez les chiffres, 50%, 23% pour les mobiles. Je vous dis, les chiffres datent de 2 ans. Donc, ça a sans doute évolué. Pas forcément dans le bon sens.
Et ces chiffres viennent confirmer une autre enquête sur les pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique qui datait déjà de 2009. Celle-ci montre que la tranche des 15-24 ans consacre en moyenne 21 heures par semaine sur les écrans, ordinateurs ou consoles. 21 heures. Sachant qu'ils sont en classe déjà quasiment le même volume horaire et qu'ils devraient dormir aussi, optionnellement. 21 heures par semaine. Ça fait quoi? Ça fait 3 heures par jour. La question, c'est quand trouvent-ils le temps? Puisque théoriquement, ils rentrent chez eux à 17 heures. Ça veut dire que de 17 heures à 20 heures, si après avoir mangé, ils vont se coucher assez tôt, ils sont que sur l'écran. C'est ce que ça veut dire. Ou alors, ils sont 5 heures un jour, le week-end, et puis 2 heures, mais en tout cas, ça fait beaucoup. C'est trop. C'est trop. Les jeunes passent plus de temps devant ces nouveaux écrans que devant la télévision. Bah pourquoi? Parce que maintenant l'ordinateur et surtout la tablette, c'est un mini-téléviseur, tout simplement, le téléphone également. Leurs pratiques numériques sont orientées vers l'industrie du divertissement, jeux vidéo, films, musique, mais concernent aussi la recherche d'informations et surtout les échanges sur les forums, les blogs et les réseaux sociaux. C'est principalement leur activité de base pour ceux qui, bien sûr, sont inscrits sur ces réseaux sociaux. Pour l'essentiel, cette culture numérique se construit hors des murs de l'école et en dehors du contrôle des adultes, parents ou enseignants. Vous voyez, ce que je vous expliquais, c'est compliqué. On ne naît pas parent, on le devient. Et parfois, on fait des erreurs, et parfois on n'a pas le temps, et puis parfois on travaille tard, et on rentre tard, et on ne peut pas toujours tout contrôler, c'est compliqué. Le contrôle parental restant quand même un dispositif intéressant à ce niveau. Mais contournable. Malheureusement. Elle est susceptible de s'accompagner de nouvelles formes de violence et de cyberharcèlement qui peuvent prendre des conséquences dramatiques pour certains adolescents. On en reparlera. Ces pratiques numériques des adolescents débouchent aussi sur une nouvelle façon d'être, à la fois plus centrée sur l'individu, mise en scène du moi, et plus tournée vers les autres. Alors, plus tournée vers les autres, c'est un point de vue, une certaine manière de dire les choses. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une société de spectacle au niveau du média. On est dans une société où on est dans des émissions majoritaires de télé-réalité. C'est-à-dire que le message qui est véhiculé, c'est que tout le monde peut devenir à un moment ou à un autre une star. Comme disait Warhol, on a tous notre moment de star dans notre vie. Et quelle image on donne aux enfants qui souvent se disent, sans aucune formation particulière, juste par un talent, qui est parfois réel bien sûr, on peut devenir une star et réussir dans la vie. Mais c'est très minoritaire, une poignée de gens. Donc c'est l'image qu'on donne. Et cette mise en scène du moi, où maintenant, quand on prend, je le vois, au niveau d'adulte, on vous sert un café dans un bar, on voit quelqu'un qui prend en photo la tasse de café parce qu'elle est jolie, parce qu'il y a un petit gâteau, puis on met ça sur Facebook et on dit, là je suis en train de prendre un café au tel bar, il fait beau, il fait 28 degrés, le café est bon, il est un petit peu fort, parce que la dernière fois au café français, il était mieux parce qu'il y avait un petit peu de mousse, et puis c'était pas du sucre de canne, c'était du sucre blanc, et le spéculoos, j'aime pas trop, je préfère la galette bretonne. C'est intéressant. Au niveau sociologique, c'est intéressant. Mais j'exagère, je caricature, mais il y a de ça. Je vous passe les selfies, etc. Alors, le problème, c'est qu'on met en scène sa vie sans penser aux conséquences que ça peut avoir après, et on se met à nu totalement. Sans jeu de mots, parce qu'au sens propre comme au sens figuré, parfois on se met à nu aussi. Et tourner vers les autres, parce que du coup, on ouvre des portes sur son intimité et sur sa vie privée, sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir. Plus tard, souvent plus tard. Je vous le dis, à votre époque maintenant actuelle, on a tous le droit, et heureusement, de faire la fête, de s'amuser, de s'éclater, de faire des photos et d'en rire. Formidable tant que ça reste dans le cadre privé. Si vous mettez ça en ligne, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Mais sachez que ça peut avoir une incidence future sur un éventuel recrutement pour un poste. De plus en plus de patrons regardent pour les futurs candidats, c'est discriminatoire, ils n'ont pas le droit de le faire, mais le font. Regardent sur les réseaux sociaux votre profil pour voir un peu à qui ils vont avoir affaire avant l'entretien. Alors il est évident que si vous dansez à moitié nu sur les tables, avec une bière à moitié pleine, l'autre moitié sur votre tête, ça ne va pas forcément vous donner des points pour le recrutement.
Sans compter qu'après, si vous voulez avoir des responsabilités plus poussées et un devoir d'exemplarité, ce qui est votre cas en tant qu'enseignant, ça peut poser quelques difficultés. Donc attention à ça. Et ça, ils ne s'en rendent pas du tout compte parce qu'ils sont dans l'instant présent et ils ne voient pas les conséquences. Pour revenir à ça, quand même, je vous donne un exemple concret, j'aime bien le concret, de pratique. C'est rare, mais ça m'est arrivé il y a quelques années, une jeune fille, amoureuse d'un garçon collégien, elle était en 4e, qui lui envoie des photos, je ne les ai pas vues, plus ou moins dénudées, ou dénudées totalement, je ne sais rien, je ne les ai pas vues. Sauf que comment on le sait? Parce que tout le collège était au courant quand il y a eu rupture entre les deux, parce que le garçon, pour se venger, il a envoyé à tous ses copains, qui ont envoyé à tous les copains des autres établissements. Et la jeune fille, elle s'est retrouvée cataloguée, bien souvent insultée, lorsqu'elle arrivait en classe, parce que tout le monde avait vu les photos. Alors elle était moquée, elle était insultée, vous imaginez les mots, et donc elle a dû quitter l'établissement. Et c'est pas forcément en quittant l'établissement que ça se résout le problème, parce que ça avait été diffusé aussi dans les établissements périphériques. Donc elle est cataloguée dès qu'elle arrive. Et on se dit, super, voilà la jeune fille qui va m'envoyer des photos dans quelques jours si j'arrive à montrer mes talents charismatiques de séduction. Bref. Donc attention à ça, je l'ai vécu moi et c'est toujours des situations compliquées pour tout le monde. Pour l'établissement, pour l'enseignant, pour les enseignants, pour la jeune fille, pour la famille, bref. Donc j'insiste dessus mais c'est important. La culture numérique crée un nouveau rapport au monde pour les natifs numériques qui pensent et agissent différemment des générations antérieures du fait d'une exposition précoce aux technologies de l'information et de la communication. Alors oui, on dit toujours c'était mieux avant, ou souvent. On se dit souvent qu'on ferait mieux si on était à leur place, mais on n'est pas à leur place et on ne vit pas notre processus d'évolution, de croissance, etc., d'enfance, de la même manière que nous l'avons vécu. Donc il y a toujours cette difficulté, ce fossé entre notre éducation, notre contexte d'éducation, notre génération et les autres. Il y en a souvent qui ont tendance à dire que c'était mieux avant. J'aimais mieux avant parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces travers-là. Bon, eux ils vivent avec ça. Ils n'ont pas le choix, ils le vivent et ils ne contrôlent pas tout. D'ailleurs nous on n'a pas tout contrôlé au moment de notre génération non plus. On est quand même des générations des jeux vidéo aussi, un peu de la télévision, donc on y a aussi des travers. Mais en tout cas, eux ils vivent ça, donc c'est pas à nous de dire, les amis, nous on vivait comme ça à votre époque, on faisait ça, vous allez vivre comme ça. C'est aussi à nous en tant qu'éducateurs et enseignants à s'approprier les codes et à évoluer avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on évolue comme eux, mais on évolue avec eux. Et on essaye de rectifier. On ne corrigera pas, on rectifie. Vous ne pouvez pas corriger une évolution, elle est là, vous la vivez, parfois mal, mais on ne peut pas la corriger. On la rectifie, quelque peu. Après, il y a des valeurs qui ne sont pas admissibles parfois dans les évolutions de génération. Bon, regardez, la télé-réalité, je ne suis pas sûr que ce soit très riche en enseignement au niveau des valeurs. Là, on peut le combattre. Je suis d'accord sur ce principe-là. Les adolescents développent un nouveau style cognitif caractérisé par l'apprentissage multitâche, ce qu'on n'a pas forcément vécu, une attention relativement courte, ce qu'on peut encore vivre aujourd'hui, et une stratégie pour apprendre qui s'appuie sur l'exploration et la découverte. On est souvent dans le zapping, dans l'immédiat, mais après voilà, il faut savoir que l'attention en classe, elle est limitée, et qu'il y a des moments où elle est maximum et d'autres où elle est faible. C'est comme ça, on le sait, il faut composer avec ça. Puis il y en a qui ne sont pas capables d'avoir une attention soutenue, il y a des difficultés. Les pratiques numériques ne sont pas le fait seulement de la nouvelle génération Internet, mais concernent l'ensemble des citoyens confrontés aux changements culturels et sociétaux induits par la révolution numérique. Les jeunes n'ont pas un rapport inné à l'ordinateur et Internet, ils ont besoin d'être formés à la maîtrise de l'information, de s'approprier les compétences clés pour appréhender les médias culturels qui se sont développés dans le sillage de la Société mondiale de l'information. C'est un peu du matraquage, ce que je vous dis. C'est pour que ça s'imprègne, je vous le redis, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, il y a des mots que vous allez peut-être retenir plus que d'autres. La culture, elle n'est pas unique mais plurielle, elle varie en fonction de leur pratique et de leur degré de familiarisation avec les TIS, d'où votre rôle prépondérant et majeur en tant qu'enseignant.
Face à ces inégalités, l'éducation en culture numérique constitue un impératif pour l'école. Cette éducation ne se limite pas à une simple prise en main des outils et des services numériques. Elle doit être envisagée plus généralement comme l'appropriation d'une nouvelle culture numérique, donc comme une forme d'acculturation. On suppose une réflexion globale sur les conditions nécessaires pour faciliter le passage entre culture numérique et culture scolaire. En d'autres termes, bon courage. Entre ces deux cultures, le fossé semble important, voire infranchissable. Cependant, les points communs entre culture numérique et culture scolaire sont plus nombreux qu'on pourrait le penser en termes d'offres, de partage de savoir, de développement de la coopération, de capacité d'innovation à travers de nouveaux outils. Dans l'idéal, dans l'utopie, c'est ça. En pratique, c'est plus compliqué. Mais voilà, si on arrive à ça déjà, c'est déjà beaucoup. Hein, on n'a pas la prétention de dire qu'on va y arriver parfaitement, que ce sera merveilleux, formidable. Non, c'est ça qu'on dit. En tout cas, on a un axe, on a des repères, et on s'efforce d'aller dans ce sens-là, en faisant toujours au mieux. Bien évidemment, et tout le monde, normalement, a cette optique-là dans l'éducation, j'entends. L'éducation numérique passe par une éducation aux médias, notamment le traitement de la validation de l'information, préservation de l'identité numérique, responsabilité dans la publication de contenu numérique. Traitement et validation de l'information. Votre enfant et nous, souvent, quand on va sur Internet, on se dit, bon, ce qu'on nous dit normalement, c'est bon. Si je vais sur Wikipédia, ça devrait être bon. Tout n'est pas bon sur Wikipédia. Il y a des sources fiables d'informations, je les évoquerai tout à l'heure, mais en tout cas, tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que c'est publié que c'est vrai. Hein, c'est comme les journaux. Bon, ben vous regardez les tabloïds, c'est pas parce qu'on vous dit qu'un tel est avec un tel et qu'il a fait ça que c'est vrai. Combien il y a de procès chaque semaine par rapport à ça. C'est pareil sur Internet. Internet, c'est un moyen de donner de l'information. Faut-elle encore qu'elle soit vérifiée, vérifiable? Et il y a des sites quand même assez sécures à ce niveau. Donc soyez vigilants quant au choix de l'information et l'origine de l'information. Préservation de l'identité numérique. Bon, je pense qu'il y a maintenant assez de dispositifs pour nous protéger. C'est jamais infaillible. Donc maintenant, vous avez des codes de vérification, etc. Mais protégez bien sûr votre identité. Tout ce que vous publierez sur Internet, considérez que ça sera accessible éternellement. Même si vous demandez la suppression, il suffit que quelqu'un ait eu l'information et continue à la diffuser, vous ne pourrez rien y faire. Ce que vous donnez à Internet, on ne vous le rendra pas. Donc soyez vigilants. Et responsabilité dans la publication. On parlera des droits d'auteur, mais je vous évoque ce que je suis en train de gérer en ce moment par rapport au site. Juste avant les vacances d'été, je reçois un mail de notre prestataire d'hébergement des sites. Donc là aussi, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez un site internet, il faut aussi que quelqu'un vous l'héberge et vous payez un droit d'hébergement annuel et éventuellement le nom que vous voulez lui donner. Donc moi, pour chaque enseignant et chaque discipline, j'ai donc un hébergement et un nom de domaine. Et dans une matière, que je ne citerai pas, j'ai un mail de notre prestataire d'hébergement qui nous dit, voilà, monsieur Dubois, nous avons été contactés par la société d'édition Intel pour une violation manifeste des droits d'auteur sur un des sites de votre établissement. Très bien. Et on m'indique que vous avez 48 heures pour résoudre ce problème, faute de quoi on sera obligé de couper en fait l'hébergement. Vous imaginez, si on coupe l'hébergement, moi j'ai 22 enseignants qui ont plus le site. Bref, bon. Donc je dis très bien, je vais tout de suite transmettre le mail à l'enseignant qui n'était pas encore en vacances. Pas de réaction de l'enseignant. Le lendemain, je le recontacte. Il modifie son site. Je vérifie, il avait supprimé, en fait, il avait mis sur son site des pages entières de livres. Donc quand vous allez sur son site, vous y avez des onglets, et hop, au bout d'un moment, vous avez une page entière d'un bouquin. C'est pas à faire. Parce que là, du coup, c'est de la diffusion illégale du contenu. Bon. Donc, je lui avais demandé juste de supprimer ces pages-là. Pas tout son site, bien sûr, peut-être. Donc, il a supprimé les pages, et je pensais que le problème était clos. Et quelques jours après, on va vérifier par la suite, ils me disent, il y a toujours ce problème, les pages ont bien été supprimées, mais il y a toujours des petits carrés bleus avec des liens qui, quand on clique dessus, rouvrent sur des pages. Ah,
Il avait oublié ça, pas grave, ok. Donc il fallait qu'il enlève ces petits carrés bleus, peu visibles, mais enfin, bon, oui, ça montre quand même qu'ils vérifient, hein, quand même, ils sont derrière, et puis les sociétés d'édition, ça rigole pas. Donc je renvoie à l'enseignant, je lui dis, est-ce qu'il faudrait en fait enlever les petits carrés bleus, etc. Et là, pas de réponse, parce qu'il était en vacances. Cet enseignant, quand il est en vacances, même s'il y a un tremblement de terre, disons qu'il est en vacances, il ne réagit pas. Donc on essaie de le contacter par téléphone, on se fait remballer par son épouse qui nous dit, il est en vacances, très bien. Okay. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'écrase son site. C'est-à-dire que pour éviter ça, j'intègre une page à son site, je mets site en maintenance et j'écrase son site. Il peut y avoir ce problème. Ce qui fait que lui, il aura juste à republier. En un clic, il modifie, il republie. Et puis, j'attends que les vacances se passent, il revient. Toujours pas de modification du site. Je lui fais un rappel, 2 rappels, 3 rappels. La rentrée se passe, toujours pas de modification du site. Et ce n'est que le 18 septembre dernier, vous voyez que c'est récent, qu'il a republié son site. Sauf qu'il a republié avec les pages. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un code à son site. Donc vous avez vu que moi, quand je me suis connecté sur Stello Pédago, j'ai mis un code. Et je rentre sur le site, donc il est protégé. Et lui, il s'est mis un code sur son propre site qui, en plus, la petite histoire, est le même que le code d'entrée pour le Stello Pédago. Donc quand je suis arrivé sur sa page, surpris, il y a 3-4 jours, je me dis, ça y est, hop, il y a un code. Machinalement, je tape le code du Stello Pédago et c'était le bon. Oui, pas très... Bon. Je citais personne. Je rentre sur son site et il y a de nouveau toutes les pages. Donc il ne comprend pas en fait la problématique. La problématique, c'est pas qu'on puisse avoir accès à ces documents-là, ou le moyen d'y avoir accès. C'est que lui, même si on contourne le problème, il a mis en ligne des documents. Et il les rend disponibles, même s'il a... C'est comme si un pirate vous disait « Mais c'est pas grave, j'ai piraté 1000 films, mais c'est sur un espace privé, je les donne qu'à des copains. » Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est la violation du droit d'auteur. Il faut remonter à la source du problème. C'est pas comment on y accède, c'est pourquoi on peut y accéder. Et si on y accède, c'est parce qu'il y a une personne qui l'a mis de sa propre initiative. Donc vous avez le droit d'utiliser des extraits de manuels. Vous avez, selon un certain pourcentage, le droit, si votre établissement s'acquitte bien d'une redevance annuelle de droit dans le cadre pédagogique, ce que moi je fais. Mais pas de diffuser des pages entières de bouquins. Parce que là, on est dans de la diffusion, du piratage. Autre exemple, c'est comme si vous dites, mais non, je ne diffuse pas Abbey Road, je diffuse juste comme Together, Something et Oh Darling. Je ne diffuse pas l'album, je diffuse 3 morceaux. Mais non, vous ne comprenez pas. Les ayants droit, vous diffusez leur musique et ils ne touchent rien par rapport à cette diffusion de musique. Donc ils n'en ont rien à faire que vous diffusiez tout l'album ou 3 morceaux, vous ne devez pas diffuser. Ok? Vous comprenez le principe? Je dis Abbey Road parce que demain vous avez 50 ans d'Abbey Road. Un événement historique musical, je vous invite à savourer avec moi à la base. Je refais un appareil. Donc faites attention à ça, de manière plus sérieuse. C'est pareil pour les images. Bien évidemment, dans le milieu de l'éducation, il y a une tolérance. On imagine bien que vous n'allez pas monnayer éventuellement l'utilisation que vous faites d'une image pour illustrer votre cours, et vous n'allez pas, quoi que ça se discuterait dans un établissement privé, vous n'allez pas faire payer aux familles vos cours en disant voilà, cette page c'est moi qui l'ai faite, j'ai des droits d'auteur, chaque famille va me verser une redevance. Non, il y a quand même une tolérance. Cependant, en théorie, à la base, vous ne pouvez pas utiliser d'images qui ne sont pas libres de droit. Comment on le sait? Souvent c'est indiqué, libre de droit. Ou bien ce n'est pas indiqué, c'est à vous de vous renseigner. Ou bien vous achetez le droit d'utilisation de l'image. Ça peut coûter cher. Personnellement, moi je le fais, ça coûte 1 euro, 2 euros l'image. Et là j'ai une banque d'images énormissime, et je sais que si je paye 2 euros, je la télécharge et je peux l'utiliser pour une diffusion sur un site, etc. Alors oui, vous allez me dire, ça fait cher quand même. Après, vous êtes tranquille. Mais il y a quand même des sites qui vous proposent plein d'images libres de droit que vous pouvez exploiter. Et même si l'image n'est pas libre de droit, vous pouvez contacter l'auteur de cette image et lui demander, dans un cadre précis d'usage pédagogique, en expliquant pourquoi, s'il vous donne l'autorisation. On ne le fait jamais, hein.
le fais jamais. Voilà, c'est un exemple, des exemples très concrets d'actualité, puisque j'ai répondu à cet enseignant ce matin, qui me reprochait en plus, pour la petite histoire, de diffuser librement le code du stélopédago à l'IFSEC. Alors je ne sais pas déjà d'où il tire l'information, mais preuve étant, vous avez bien vu que je ne vous ai pas donné le code. Je suis rentré sur l'espace et je vous l'ai montré. Assumez vos responsabilités, et après on parlera des miennes. Je referme ma parenthèse. L'éducation aux médias ne suffit pas pour traiter des questions de gouvernance, de pluralisme, de diversité culturelle, de solidarité, pour comprendre la recomposition de la citoyenneté à leur mondialisation. Le numérique n'explique pas tout dans les écarts qu'il peut y avoir, sociologiques, de niveau de vie, de difficulté. C'est un élément, je ne vais pas dire majeur, mais très important. Mais tout n'explique pas, mais en tout cas, ça en fait partie. Et on ne va pas tout justifier par le numérique. C'est pas parce qu'on est dans une société d'images numériques que l'enfant, maintenant, toutes les difficultés, c'est lié à ça. Je ne peux pas dire ça, pas faire de raccourci. C'est un exemple. Pour Rodiger, nous sommes passés d'une citoyenneté d'appartenance et d'obéissance, qui mettait en avant l'identité collective, la participation aux procédures électives et le respect des lois, à une conception de la citoyenneté qui privilégie l'affirmation de la liberté de chacun, qui se conjugue avec la mobilité des appartenances et la lapidité des choix. L'exemple le plus concret, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui l'illustre un petit peu. Est-ce un mal, est-ce un bien? Chacun est libre de ses opinions politiques, de réflexion sociologique. Mais voilà, sous le prétexte, qui, à mon sens, est juste, défendable, qu'il doit y avoir l'égalité, la liberté, alors la liberté, pas de tout faire, mais en tout cas, une juste égalité de droit, en tout cas, ça s'applique à tout cas de figure. Je ne suis pas personnellement convaincu, et là je suis presque un peu politique malheureusement, que les citoyens, même si le RIC est intéressant, c'est forcément un dispositif intéressant, que les citoyens soient les plus aptes, en tout cas tous les citoyens, à prendre les décisions qui vont orienter un pays. Je n'ai pas la réponse à ça. Il y a quand même des représentants politiques, il y a des élus, vous avez des gens qui ont fait des grandes écoles avec les travers que ça peut avoir en termes de réflexion, de choix, etc. Mais est-ce que tout se vaut à ce niveau? J'en suis pas persuadé. Voilà. Alors après le RIC, très bien, très bien. C'est un dispositif extrêmement intéressant pour la représentativité d'opinion et pour la proposition. Après, est-ce que tout doit passer par là? Bon, voilà, c'est un exemple. Je ne prends pas de parti particulier, mais je m'interroge. Ce sont des questionnements qu'on peut avoir. C'était un exemple, je prends toujours des exemples assez actuels si possible. Cette nouvelle citoyenneté se reconfigure autour d'une constellation d'affiliation en fonction du sexe, de l'âge, de la classe sociale, de l'appartenance ethnique, voire du syndicalisme. Bref, l'émergence d'une citoyenneté multi-appartenance et multi-identitaire est favorisée par le développement des nouveaux médias, principalement des réseaux sociaux. Pourquoi ça peut s'organiser plus facilement ça, et pourquoi on a maintenant de plus en plus de... Parce que maintenant la communication passe et qu'on peut facilement, par ces dispositifs, organiser des choses. Légitimes, pas légitimes. Chacun, après, peut commenter en toute confiance. L'éducation civique, que vous assurerez, distancée dans un cadre national en référence à des valeurs patriotiques, est en train de laisser place progressivement à des formes plus larges d'éducation à la citoyenneté, à la responsabilité et à la solidarité à l'échelle mondiale. Ça, c'est un constat, pas une critique. D'accord? Ça, c'est pour la partie théorique. Est-ce que vous l'avez supporté? Il n'y en aura plus des comme ça. C'était le plus dur, le plus dense, le plus lourd de les interventions. Mais c'est nécessaire. Alors, il va y en avoir un petit peu encore, mais de manière un peu plus saupoudrée, sur des sujets vraiment où on va échanger. Mais voilà ce qu'il fallait dire quand même par rapport à l'enjeu de citoyenneté et d'éducation. Pour terminer, il reste encore du temps. Là, on est vraiment dans du pratico-concret. Quels sont les outils d'accès à l'information, au partage des connaissances? Alors déjà, vous avez bien sûr les moteurs de recherche. Pour citer quelques-uns des plus connus, Mozilla, Firefox, Google, Google à gauche, Firefox au milieu. Et celui-là, vous le connaissez peut-être pas. DuckDuckGo. Il a l'avantage, c'est qu'il ne vous moucharde jamais.
vous êtes en total anonymat. Alors vous pouvez le faire maintenant sur certains sites, c'est-à-dire vous faites une navigation privée. Mais DuckDuckGo, par essence, c'est un peu son principe, voilà, vous n'êtes pas fiché, il n'y a pas les cookies qui vous embêtent, voilà, vous êtes dans l'anonymat total. C'est pas un truc sous-marin, le dark web, hein, pas du tout. C'est un moteur de recherche qui prône le respect de la vie privée. Parce que bien sûr, on ne sait pas tout ce qui se passe quand on navigue. Hein. Quand on valide les cookies, ok, voilà, on ne sait pas tout ce qui est récupéré. Là, avec ça, vous êtes un peu tranquillisé. Il y en a d'autres, c'est un exemple. Je vous parlais de Wikipédia. Je le développe rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est une formidable idée au départ, qu'il est toujours. Projet d'encyclopédie collective établi sur Internet, universel, multilingue, fonctionnant sur le principe du wiki, encyclopédiste, neutralité de point de vue, liberté du contenu, savoir-vivre communautaire et souplesse des règles. En d'autres termes, toute personne un peu sensée qui souhaite mettre un contenu théorique peut ajouter sa petite patte. Simplement, le problème, c'est que parfois, il y a des choses inexactes qui s'y sont ajoutées. Je ne suis pas sûr que la régulation, le contrôle soit tout à fait opérant, parfois dans certains domaines. Mais ça part d'une bonne intention. C'est une encyclopédie universelle où chacun peut contribuer. Voilà, une sorte de site d'hydro collectif pour tous. Cependant, l'encyclopédie universaliste, qui est, elle, plutôt une référence, vous allez voir la nuance et la différence, fort d'une réputation internationale, reste une valeur sûre dans le monde de l'encyclopédie en ligne. 30 000 articles signés, 20 000 photos, dessins, tableaux, schémas, 7 000 auteurs professionnels au service de son contenu. Ce sont des sources et des informations vérifiées scientifiquement, ou en tout cas à la mesure du prix que vous paierez pour l'acquérir. On va dire comme ça. De facture universitaire, les différents textes abordent une multitude de sujets avec rigueur, souci de la précision, rédigés par des spécialistes. Ces objets font l'objet de publications d'approbation par les milieux académiques, c'est quand même une valeur supplémentaire. Universalis en ligne constitue à l'heure actuelle la plus importante base encyclopédique francophone certifiée importante de l'Internet. Sauf que, alors, autre agrément, agréé par le ministère de l'Éducation nationale pour son intérêt pédagogique, un bémol, sa cotisation annuelle pour accéder à tout son contenu. Et vous allez me dire, oui, l'argent c'est le nerf de la guerre, souvent. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez avoir accès à l'encyclopédie universaliste, il faut payer. Des licences, souvent annuelles. Alors il y a des licences pour l'éducation, ça reste cher quand même. Et on est plus tenté d'aller sur Wikipédia avec le risque d'une erreur, qui est quand même assez faible, il ne faut pas croire non plus qu'il raconte n'importe quoi, que d'aller sur Universalisme. C'est sûr, si vous faites une thèse, vous n'allez peut-être pas aller sur Wikipédia, mais voilà, l'objectif n'est pas le même. Bon, sachez que voilà, une valeur sûre pour avoir des ressources en termes de connaissances, c'est Universalis. Petite parenthèse sur les dérives, on n'aura pas le temps de tout traiter, on finira la prochaine fois sans doute. Alors ça, voilà un sujet intéressant. Il y a beaucoup de textes, vous savez que parfois quand il s'agit d'étayer un propos, il faut être dans le législatif, le droit, l'administratif, pénal, bref. La loi sur la vie privée, qui change d'année en année, qui est parfois modifiée, une jurisprudence peut faire qu'on interprète un texte d'une autre manière un jour sur l'autre. En tout cas, la protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, article 12, et en France, l'article 9 du Code civil protège ce droit depuis la loi du 17 juillet 1970. Ça ne date pas d'hier. Que dit-elle? Bon, là, on va faire du droit, pur. Cette protection contre toute intervention arbitraire revêt plusieurs aspects. Protection du domicile. C'est des exemples concrets. La police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi. C'est un exemple. Bien évidemment, personne ne peut pénétrer dans votre domicile, sinon c'est une infraction. C'est un violage. Secret professionnel et médical. Vous serez tenu au secret professionnel en tant qu'enseignant, dans plusieurs domaines. Pour le médical, bien évidemment, ça se comprend. Un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d'une personne sans son consentement. Ça paraît évident, mais en tout cas, c'est toujours bon de le redonner.
Plus concret dans l'éducation, la protection de l'image, il est interdit de reproduire l'image d'une personne sans son autorisation. Donc en gros, vous n'avez pas le droit de prendre une photo si la personne n'est pas d'accord. Et encore moins de la diffuser si elle n'est pas d'accord. Parce que prendre une photo, je suis d'accord, mais tu ne la diffuses pas. Donc tu prends la photo, tu en fais ce que tu veux, j'assume. Cette règle concerne tout le monde et pas seulement les personnes publiques. Il existe néanmoins des limites tenant au cadre dans lequel une image a été réalisée. La protection n'est pas la même pour une photographie prise lors d'une réunion publique, exemple réunion politique. Donc la difficulté dans le droit, c'est que vous avez des lieux publics, des lieux privés et des lieux privés qui accueillent du public. Donc tout se joue là-dessus au niveau du terrain de législation. À quel moment on est dans un lieu public et qu'on peut prendre n'importe quelle image, c'est ce que font les journaux à sensation. Et puis quand on est dans un lieu public et que c'est une image privée, voilà. C'est le combat, il est là. Et les dommages et intérêts, ils viennent de là. Pour lutter contre les dangers que le développement de l'informatique peut causer et faire peser sur les libertés et le respect de la vie privée, on a créé le 6 janvier 1978 la CNIL, ça je pense que vous connaissez le terme, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dit, pour la partie législative du Code pénal, pour être précis, chapitre 6, les atteintes à la personnalité, section 1 de l'atteinte à la vie privée, article 226.1. J'imagine le boulot pour les futurs avocats. Il faut retenir à chaque fois tout ça. Ça, c'est très puissant, c'est très fort pour un élève. C'est là qu'il réalise, sinon il ne réalise pas. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors, bien sûr, quand on condamne et qu'on va au maximum. Le fait au moyen d'un procédé quelconque volontaire de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie privée par quelque moyen que ce soit. C'est de divulguer des informations confidentielles. Vous ne pouvez pas. Si jamais ça tombe dans les mains de la personne qui n'a pas donné son accord, elle peut vous attaquer et vous encourez ça. En faisant quoi? En captant, enregistrant, transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé, confidentiel. Donc en d'autres termes, là, ce que je vous ai dit, aujourd'hui, je peux vous dire, puisque j'ai rien à cacher, que vous pouvez continuer à transmettre, pour peu que vous ne déformiez pas mes propos, ce que j'ai dit. Preuve étant, vous les retrouverez sur la caméra et le film. Donc je donne mon consentement implicite, puisque je vais publier moi-même le film où je dis ce que je suis en train de vous dire. En revanche, je vous dirai ce que je vous ai dit là, vous le gardez pour vous, etc. Ça, je vous reporte la responsabilité. Si après vous vous diffusez, je l'ai bien dit. Preuve étant, je l'aurais dit sur le film. Ce n'est pas le cas. Rien à cacher, en général, je mâche pas mes mots. Donc, si vous captez, là c'est moi qui le fais, qui enregistre, et je transmets. Vous êtes tranquille, c'est moi qui le fais. Sans consentement, voilà déjà ce qui peut vous arriver si je vous attaque. 1 an de prison et 45 000 €. Ensuite, en fixant, en enregistrant, en transmettant sans consentement l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au précédent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Vous imaginez l'interprétation du truc. Donc en d'autres termes, vous avez un acteur qui adore se baigner dans sa villa tout nu. La villa est plus ou moins visible, et puis il y a un paparazzi qui s'amuse à prendre en photo, et qui suppose, parce que dans la photo, à un moment donné, le gars il est tourné devant le... qui suppose que, il a bien vu, puisque vous voyez, il est face... sauf qu'il n'a peut-être pas vu, hein. Oui, il m'a vu, puisqu'il regarde l'objectif, donc ça veut dire qu'on peut essayer de batailler en disant, il était d'accord, il m'a vu, il m'a pas dit, dis donc, toi, le paparazzi, t'as pas intérêt à publier ça. Bon, ça les empêche pas, hein. Ils le font quand même, de toute façon. Mais voilà, c'est un exemple. Donc attention à ça, je veux dire. Comment savoir que la personne vous a vu et implicitement vous donne donc son consentement si elle ne réagit pas? C'est compliqué. Donc voilà, c'est ça. La bataille juridique se joue là-dessus, sur de l'interprétation. Bon, partons sur le principe que voilà, quand quelqu'un est chez lui, on ne prend pas un appareil photo avec grand angle, on n'essaie pas de prendre des photos de ce qu'il est en train de faire chez lui, ou de capter avec un micro très sensible ce qu'il est en train de dire chez lui. Ça paraît simple. Mais c'est bon de le rappeler. Autre dérive. Intégrisme, violence et abus. Bon, je ne peux pas le développer, ça serait trop long, trop compliqué, etc.
Il y a assez d'émissions, je pense, très bien faites, ou de débats sur ces sujets, de l'intégrisme, et des dérives qui aboutissent à de l'intégrisme. C'est ce qu'on a vécu il y a ces quelques années à ce niveau. Au niveau de la violence, du harcèlement, des abus, je ferai quelques remarques dessus. Je continue quand même avec les droits d'auteur. Droit d'auteur français, c'est quand même très particulier, très spécifique. Le droit d'auteur français, c'est le droit des créateurs. Et le principe, c'était de les protéger grâce à la protection des droits d'auteur posée par l'article L111.1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit, c'est beau ça aussi, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Super. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire simple. Ça veut dire que quand vous faites une production originale, quand j'entends original, c'est pas réenregistrer un morceau d'un auteur qui l'a déjà composé. Quoique, vous verrez, il y a des délais de prescription à ce niveau. Vous faites une œuvre totalement originale qui ne va pas faire de plagiat. Attention à ça, plagiat d'une œuvre. Donc ça vous êtes inspiré, on reconnaît quand même quelque chose, mais bon, ça se discute. Voilà. Faites un truc parfaitement original. C'est votre œuvre, que ce soit une création artistique, picturale, la musique ou autre, une œuvre cinématographique. Vous l'avez créée, elle est à vous. C'est votre propriété. Personne ne peut en faire l'usage sans votre accord ou sans en avoir négocié l'accord. Et l'intérêt des droits d'auteur, c'est justement de poser un cadre d'utilisation et surtout d'exploitation éventuelle par une tierce personne, et surtout aussi de donner un cadre de rémunération, parce que souvent, on le fait par plaisir, mais parfois aussi par métier. C'est toute la difficulté là, actuellement de ces formats numériques qu'on évoquait au début. Donc lorsqu'on dit l'ensemble de ces droits figurent dans la première partie du Code de la propriété intellectuelle, qui codifie les lois du 11 mars 57, du 1er août 2006, 2009, vous voyez que ça s'actualise d'année en année. Je vous passe tout ça parce que ça c'est du charabia que vous lirez. Bon, c'est les références, si vous voulez être précis. En tout cas, le droit d'auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d'exploitation de son œuvre. Alors, si vous êtes un auteur affilié à la SACEM, par exemple, la Société des droits d'auteur, là, c'est pas vous qui allez fixer les règles. C'est la SACEM qui va s'occuper de prendre le relais et de vous assurer un retour sur exploitation par des contrôles, même si tout passe pas forcément... tout passe... Toute œuvre peut passer à travers les mailles du filet et parfois il n'y a pas de redevance perçue, mais en tout cas, je ne vais pas trop développer la partie qui ne vous concernerait que si vous étiez un auteur. Je vais aller sur la fin directement, puis de toute façon, on va s'arrêter. J'en viens là. Vous avez donc, comme ça a été dit tout à l'heure, un droit moral qui est perpétuel et des droits d'exploitation qui sont conférés aux auteurs et limités dans le temps. Ce qui veut dire, le droit moral, vous l'avez ad vitam. Et le droit d'exploitation, pour faire simple, c'est-à-dire imaginez que vous vouliez reprendre un morceau de musique, vous pourriez le faire avec votre propre interprétation, sans courir le risque d'un retour. Si vous jouez une œuvre de Mozart, c'est rentrer dans ce qu'on appelle le domaine public, vous pouvez vous approprier cette œuvre et l'interpréter. Bien sûr, vous ne direz pas que c'est vous qui l'avez composé, mais en tout cas, Mozart, de toute façon, il est mort, mais les ayants droit ne vous demanderont pas de payer par rapport à l'utilisation de ce morceau que vous aurez vous-même nouvellement interprété. Donc c'est à vous bien sûr de dire que c'est du Mozart, mais c'est votre interprétation, et si vous monnayez votre interprétation, vous percevrez l'intégralité des droits pour l'interprétation. Mais vous ne direz pas que c'est vous qui l'avez composé. On s'en apercevrait très vite si vous prenez les 4 saisons, c'est compliqué. Je termine avec les droits. Alors voilà le cadre. L'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Donc si vous vivez longtemps, vous en profitez longtemps. Au décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent. C'est pas mal quand même pour la descendance. Eux, ils sont tranquilles à vie. Ne me fais pas de soucis pour les enfants de Jacques Goldman, par exemple. À l'expiration de ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre, sous réserve de respecter les droits moraux de l'auteur. C'est-à-dire que si vous utilisez un texte de Brassens et que vous utilisez plein de mots vulgaires à la place de son texte, il pourra vous attaquer par rapport au droit moral, parce que vous avez perverti, modifié, tronqué son texte.
En revanche, si vous voulez reprendre l'Auvergnat, vous pouvez le chanter. Alors Brassens, je pense que c'est pas encore le cas. Hein. On n'est pas encore dans le livre de droit. Mais enfin, tous ces vieux auteurs, bon, vieux auteurs j'entends, c'est plutôt dans le classique pour l'instant qu'on est à ce niveau-là. Mais de temps en temps, vous entendez, une œuvre est passée dans le domaine public, donc voilà, on peut le refaire. Bon, malheureusement pour les Beatles, on en est loin. C'est pas encore gagné. Voilà, on s'arrête là. Je m'arrête ici précisément. Si, quand même, pour vous refroidir avant de partir. Violation des droits d'auteur est constitutive du délit de contrefaçon puni d'une peine de 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Vous voyez mon inquiétude quand après on me dit qu'il y a des pages de livres qui sont publiées. Je ne voudrais pas avoir ce type d'amende d'emprisonnement alors que je ne suis pas totalement responsable. C'est une co-responsabilité entre l'enseignant et le chef d'établissement. La prochaine fois donc, on abordera ça et puis ça sera moins théorique. Merci pour votre attention, parce que c'est toujours compliqué. Bon courage, à très bientôt, au mois d'octobre.